Bonjour, bienvenue à ce dernier club de l'économie de l'année. J'ai le plaisir aujourd'hui, avec mon ami Eric Bézia, de recevoir le patron de l'entreprise probablement à la fois la plus aimée et la plus détestée de France, celle qui fait les 20 heures de TF1 à la moindre panne, à la plus petite grève. Jean-Pierre Farandou, bonjour. On dit de vous que vous êtes parfaitement bilingue, français cheminot. Il faut dire que vous êtes tombé dans le chaudron ferroviaire tout petit, quasiment à la sortie de l'école des mines en 1981. Vous y avez patiemment gravi tous les échelons et fait à peu près tous les métiers. Enfin, comme vous n'étiez pas pressé, plutôt que le TGV, vous avez surtout labouré le terrain de la proximité en dirigeant la branche proximité, justement, avant de prendre la tête de Keolis, la filiale transport urbain du groupe. Et puis en 2019, on vient enfin vous chercher pour prendre la succession de Guillaume Pépi à la tête de la maison. Vous qui anticipiez à 63 ans une retraite bien méritée sur les bords de la Garonne, vous allez devoir attendre un peu. Vous êtes intronisé PDG du nouveau groupe SNCF le 1er janvier 2020, à peine 3 mois avant qu'un méchant virus vienne paralyser la France et ses trains. La réforme tant attendue, qui normalise l'entreprise, prépare la concurrence, bouleverse le statut des cheminots et allège la dette de la société, est percutée par une crise qui assèche vos finances. Alors quand vous avez pris vos fonctions en 2019, vous avez dit « Je veux réconcilier l'économique et le social et normaliser la gouvernance d'un groupe qui a un peu perdu ses repères. » Vous nous direz si, malgré la crise sanitaire, il les a retrouvés. Alors, en attendant, en cette fin d'année 2021, 3 sujets sont en train d'entrer en collision et vous promettent des fêtes de Noël peut-être un peu agitées. La première, c'est évidemment la résurgence du virus. La seconde, l'arrivée de la concurrence italienne à la gare de Lyon le week-end prochain. Et le troisième, malheureusement plus classique à la SNCF, est un appel à la grève des syndicats, pile pour les départs de vacances de Noël. Alors, première question, elle aussi un peu inévitable. Est-ce que cette malédiction de la grève au moment des vacances, c'est complètement justement inévitable en période de négociation salariale? Alors, micro... Voilà. Vous l'avez rappelé, depuis que je suis à la SNCF, j'essaye de mettre en place un dialogue social que j'appelle de solution, un dialogue social d'opposition. Alors c'est pas simple parce que ça vient effectivement un peu à rebours d'une culture qui s'est installée au fil du temps d'affrontements sociaux un peu lourds. On connaît les grèves de 2015, de 2018, de 2019. Ça, c'était pas que nous, il y avait aussi les retraites qui arrivaient dans le paysage. Voilà, donc c'est pas commode parce qu'effectivement, il y a beaucoup une transition qu'il faut conduire. Et on voit que les réflexes peut-être de recours à la grève sont toujours là. Bon, là-dessus, pour répondre à votre question de manière plus précise, les discussions se poursuivent. Donc elles ont été très fournies. Alors c'est une discussion, de quoi parle-t-on? On parle d'une grève, on va dire locale, même si elle se voit, puisque c'est la grève des conducteurs, des TGV du Sud-Est. Donc forcément, ça se remarque, ouais, puisqu'il y a des millions de Français qui voulaient prendre ces trains. D'ailleurs, j'ai une pensée pour eux. Je souhaite qu'on arrive effectivement à créer les conditions d'arrêter le préavis et que la grève n'ait pas lieu parce que les Français ils ont envie de partir en vacances. Franchement, cette grève, si elle arrivait, si elle devait intervenir, interviendrait à un très mauvais moment, vous l'avez dit. Il y a une lassitude des Français, il y a cette 5e vague de Covid, on est dans l'ambiance Covid depuis presque 2 ans. On a toujours été au rendez-vous jusqu'à maintenant dans cette grève Covid. La SNCF était là pour les grands départs de 2020, grands départs de 2021, les fêtes de fin d'année 2 fois. Bon, j'espère que là, on va y arriver. On n'était pas très loin, je crois, d'une conclusion hier soir, mais c'est parfois les derniers mètres qui sont difficiles. Le directeur local qui gère ça a le sens du compromis. Il a fait des compromis, il a fait des avancées. J'espère que côté syndical, les 2 syndicats qui mènent ce mouvement comprendront ces nécessités de compromis et qu'on pourra conclure positivement. Mais c'est pas gagné, c'est pas fait. Voilà, on le saura très vite ce matin. Et de toute manière, quoi qu'il arrive, les plans de transport, l'offre de transport sera communiquée aux voyageurs dans le courant de l'après-midi. Mais qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est une question de salaire? Est-ce que c'est l'arrivée de la concurrence? Est-ce que c'est plus profondément un malaise? Quel est le problème concrètement là sur cet axe sud-est et peut-être il y a d'autres endroits où d'ailleurs il y a des grèves un peu locales qui commencent à monter aussi.
Sur la grève de l'Axe Sud-Est, c'est un sujet de salaire, c'est un sujet de rémunération qui nous étonne un peu parce que je rappelle qu'on est dans une séquence de négociations salariales qui est assez avancée. On a tenu notre grande réunion de négociation annuelle obligatoire, la fameuse NAO, c'était le 17 novembre. Et franchement, cette réunion, je l'ai préparée. Celle-là, je me suis impliqué personnellement, parce que elle concerne tous les salariés du groupe, notamment la partie ferroviaire du groupe. Les 150 000 cheminots sont concernés par les résultats de ces négociations. C'est pas facile, et je me suis posé beaucoup la question des marges de manœuvre qu'il fallait consacrer à cette négociation, parce que je le rappelle, la SNCF est en perte. À cause du Covid, à cause de la Covid. 3 milliards de pertes l'année dernière. On ne sait pas cette année, mais ça sera entre 1,5 et 2 à peu près. On sera encore en perte. Et dans ces conditions, envisager une augmentation salariale n'est pas chose aisée. Et moi, vous l'avez rappelé, moi j'essaye, c'est pas toujours simple, de trouver cet équilibre entre l'économique et le social. Mais ça va dans les deux sens. C'est-à-dire l'économique doit tenir compte du social, le social doit tenir compte de l'économique. Et là, l'économique qui tient compte du social, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est venu à la table de négociation avec tout un ensemble de mesures qui en fait font que la rémunération mensuelle, la rémunération moyenne, la RMPP, la fameuse RMPP, rémunération moyenne des personnels présents, va augmenter de 2,7% à la SNCF, qui est quand même considérable. On est, je pense, dans la bonne partie des entreprises. On est au-delà de l'inflation. On est à 2,7% en moyenne. En moyenne, c'est des moyennes, mais c'est quand même une moyenne. On a rajouté une prime pouvoir d'achat pour les bas salaires. C'est une orientation que j'ai donnée. Parce que oui, il y a des sujets de bas salaire à la SNCF comme ailleurs. Donc il y a une prime de pouvoir d'achat de 600 € pour les salariés qui ont jusqu'à 1,5 fois le SMIC. Donc c'est important. Et puis on a décoincé la grille statutaire parce que les gens partent à la retraite de plus en plus tard. Et donc il y a des gens qui sont embutés sur des classifications. Et ils sont embutés 10 ans, parfois 12 ans, sans perspective d'augmentation. On a déplafonné 4 classifications. Une classification du collège d'exécution, une classification du collège maîtrise, une classification du collège cadre et une classification spécifique pour les conducteurs de train. Voilà. Et à tout ça, c'est ce qu'on a fait pour tous les cheminots de la SNCF. La société Voyageurs, qui a à peu près un cheminot sur deux, 70 000 cheminots, a souhaité, parce que les résultats, peut-être avec un peu d'anticipation, a souhaité, les résultats semblant être pas trop mauvais pour 2021, faire un geste, une espèce d'intéressement avant que les comptes soient terminés, avec une prime supplémentaire de 600 € que tous les salariés de Voyageurs vont toucher, donc y compris les conducteurs de train. Ça, c'est la toile générale. Là-dessus, on voit arriver des conflits locaux qui redemandent des compléments de salaire. Ils sont à discuter au niveau local. Les directeurs d'établissement ont des capacités de jouer sur ce qu'on appelle la prime de travail, sur une majoration de prime de travail. C'était l'objet de la discussion pour les conducteurs de TGV Sud-Est. Je le redis, il y a eu des avancées. Je pense que la direction de l'établissement, d'après ce que je crois comprendre, a en gros satisfait les demandes qui étaient exprimées. C'était hier soir. Il y a une réunion encore ce matin. Espérons que ça se termine positivement. Je le redis, ce n'est pas tellement pour nous. C'est surtout pour tous ces Français qui attendent que les trains circulent. Et au fond, vous savez, ce qui m'embête là-dedans, c'est que quand je regarde le nombre de cheminots concernés sur le TGV Sud-Est, des conducteurs, c'est même pas 1% des personnels de la SNCF. Il ne faudrait pas qu'1% des personnels de la SNCF abîment toute la SNCF et abîme aussi l'image de tous les autres cheminots. Voilà, j'espère que le sens de la raison, le sens des responsabilités prévaudra et qu'on pourra constater une issue heureuse. Mais je le redis, c'est pas terminé. Les discussions se poursuivent. Espérons que la conclusion sera heureuse. Il y a encore un espoir que... Petit espoir. Petit espoir. Petit espoir. Petit espoir. Mais c'est le sens du compromis. Je le redis. Ce fameux équilibre, parce que l'économique doit tenir compte du social, le social doit tenir compte de l'économique. On ne peut pas être hyper généreux à la SNCF en ce moment. On le voudrait, on pourrait le souhaiter, on serait absolument ravis de pouvoir l'être. On ne peut pas. Il faut bien comprendre que comme nous sommes en perte, j'emprunte de l'argent sur les marchés financiers pour payer les salaires du mois de décembre. C'est ça que ça veut dire. Dans ces circonstances, comment expliquer aux cheminots et aux Français qu'on serait en capacité d'accroître considérablement les salaires? C'est pas possible. Puis deuxièmement, il y a l'équilibre court terme, long terme. Vous avez cité le mot concurrence. Nous sommes confrontés à la concurrence. La concurrence se jouera aussi sur les prix, sur les coûts. Donc là encore, on voit bien qu'il faut qu'il y ait une forme d'ajustement salarial si nous voulons rester compétitifs. Sinon, le laisser-faire que nous aurions aujourd'hui, nous le paierions demain par des pertes massives de marché et donc par des pertes d'emplois. Il faut trouver ces équilibres économiques, sociaux, court terme, long terme. J'espère que les deux syndicats, plus particulièrement engagés dans ce conflit, comprendront les enjeux globaux de cette tension sociale que nous connaissons aujourd'hui dans l'établissement des conducteurs du TGV Sud-Est. Alors on reviendra sur le climat social,
chez les cheminots et puis aussi sur la concurrence. Mais avant, donc le deuxième élément perturbateur de cette fin d'année, c'est évidemment la pandémie, la 5e vague. Donc, est-ce que vous pensez, vous prévoyez des annulations, notamment dans le TGV? Enfin, comment vous vous préparez à cette nouvelle vague? Oui, là aussi, on peut se rappeler qu'effectivement, la pandémie nous a fait beaucoup de mal. L'année dernière, au mois de mars-avril, le premier confinement, il y avait, je crois, 7% des TGV qui circulaient, 1% du trafic. On a beaucoup parlé de l'aérien à l'époque, mais en fait, les TGV, c'était pareil. Ils étaient tous garés dans les dépôts, hein, ils ne roulaient pas. Donc l'impact est énorme, puisque le TGV est un des grands poumons économiques du groupe. Donc quand le TGV va bien, la SNCF va bien. À l'inverse, quand le TGV va mal, la SNCF va mal. D'où les 3 milliards de pertes l'année dernière, qui sont essentiellement causées par ce retrait considérable de nos trafics TGV liés au Covid. Et là, sur Noël, vous jouez un moment important, parce que j'ai cru comprendre que vous avez des bons niveaux de réservation, que les TGV sont pleins, quoi, en résumé. Oui, exactement. Donc là, il faut reconnaître que depuis la rentrée de cette année, septembre, octobre, novembre, il y a un bon rebond, un super rebond. Donc là, les consignes sanitaires étaient respectées, les masques, le pass sanitaire, donc tout allait bien. Nos trains étaient bien remplis. Un succès commercial incroyable de la carte avantage, hein, 1,5 million de cartes vendues depuis le mois de juin. Voilà, je ne sais pas si vous avez pris le train dans cette période, ils sont très bien remplis. Donc on était parti effectivement pour un rebond très fort. On a plus de 3 millions de billets vendus pour les fêtes de fin d'année, donc on revient d'ailleurs à l'enjeu de la grève du Sud-Est. Hein. C'est pas le moment, j'allais dire, c'est pas le moment où la concurrence en plus va ouvrir une ligne entre Paris et Lyon. Hein. C'est un autre facteur, il y a une espèce de paradoxe pour les syndicats, être contre la concurrence et puis favoriser la concurrence. Bon, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Voilà, donc nous, à ce stade, nos trains sont potentiellement bien remplis s'ils circulent. Les consignes sanitaires sont respectées. Pour le moment, les pouvoirs publics n'ont pas durci les conditions sanitaires pour prendre le train. Nous les respectons scrupuleusement. Voilà. Si rien ne change, si on ne va pas plus loin dans le durcissement des mesures sanitaires, nous ferons, je pense, de bonnes vacances de Noël, de bonnes vacances de fin d'année. Et donc, nous terminerons l'année sur une belle dynamique commerciale. Est-ce que vous avez les moyens financiers de supporter une nouvelle vague épidémique ? Non, c'est clair. Vous l'avez compris, hein, si on a une vague épidémique sévère avec des contraintes sanitaires qui empêcheraient la mobilité de longue distance, à nouveau, on sera en situation difficile au plan économique. Hein. On n'a pas prévu ça dans notre budget. On a fait le budget 2022, on va le présenter d'ailleurs au conseil d'administration demain. Vous voyez, on est en plein dans l'actualité. Ce budget 2022 n'intègre pas, je veux dire, de crise sanitaire majeure et permet de tenir l'objectif, vous savez, qu'on a pris après avec la réforme du ferroviaire, à savoir que l'équilibre global du groupe en matière de trésorerie en 2022. Donc pour le moment, notre budget il le permet. Voilà, évidemment, si on avait à nouveau des vagues sanitaires terribles avec arrêt des TGV, là, l'impact sur les recettes serait tel qu'on ne serait pas capable de tenir cet objectif. Voilà, il faut être très clair. On le tiendra s'il n'y a pas de vague majeure nous obligeant à arrêter les trains. Si la situation est différente, forcément, ça rebat les cartes au plan économique. Mmh. Alors, je ne vais pas vous parler d'une vague, mais je vais vous parler d'un train. Il est rouge, il est très beau. Il arrive gare de Lyon samedi. Il va partir de gare de Lyon pour aller à Lyon, à Milan. C'est votre premier concurrent dans les TGV. C'est quand même un moment un peu historique. Il paraît qu'il est très confortable. Je sais pas. Est-ce que vous l'avez pris en Italie? Je sais pas. Et puis il a 4 classes. On peut même faire un conseil d'administration quasiment dans la classe supérieure. Je sais pas si vous avez l'idée de faire ça pour la SNCF. Mais comment vous vivez cette arrivée de la concurrence? Parce qu'en plus il n'est pas le seul à complètement arriver. Alors là, c'est pas encore tout de suite, mais ça se programme. Il y aura peut-être la Renfe vers Marseille. Il y a Transdev, c'est dans une autre optique, c'est-à-dire plus sur les trains régionaux, Transdev sur la Côte d'Azur. Il y a d'autres acteurs qui pointent leur nez, comme des petits acteurs comme Railcoop ou d'autres. Donc, est-ce que vous êtes serein, vous, vis-à-vis de cette situation assez nouvelle, hein, en fait, pour la SNCF? Vous savez, mon rôle il est double, donc je veux répondre à 2 niveaux. Mon premier rôle, c'est mon rôle principal, je suis le patron de la SNCF en grand. Donc je supervise aussi les 2 gestionnaires d'infrastructure, hein, c'est un terme un peu technique qui veut dire le réseau ferroviaire et les gares. Et là, mon rôle, c'est de veiller, et c'est le cas,
à ce que les nouveaux entrants, comme Trenitalia, qui va arriver bientôt, aient un accès libre et facile aux infrastructures, à la fois le réseau ferroviaire et les gares. Je pense que c'est le cas. Je n'ai pas entendu Trenitalia se plaindre. Donc nous avons été en capacité d'accueillir ce nouvel acteur ferroviaire sur nos lignes, dans nos gares, et c'est normal. Et c'est complètement mon rôle, et j'y veillerai. Alors, bien sûr, c'est le rôle d'abord du patron de réseau et du patron de gare, mais moi, en tant que patron de l'ensemble, je dois veiller à ce que cet accès équitable intervienne. Bon, je suis aussi l'actionnaire à 100% des SNCF Voyageurs, voilà, qui est con. C'est un peu schizophrénique quand même, tout ça. Oui, ben non, on y arrive, j'y arrive très bien, vous voyez, ça a l'air d'aller. Et là, bien sûr, je souhaite que SNCF Voyageurs riposte à ce nouvel entrant. L'enjeu, c'est les parts de marché. Je rappelle quand même qu'on a été, je crois que Trenitalia vient avec 2 allers-retours, je crois, me semble-t-il. C'est ce qui a pour été commencer. Pour commencer. Ben, nous, on est obligé de ces mécaniques d'abandonner des sillons. Parce que la ligne entre Paris et Lyon, elle est pleine aujourd'hui. On ne peut pas faire rouler des trains en plus. Donc déjà, il y a un effet mécanique de part de marché, par effet volume. Plus de trains pour les Italiens, moins de trains pour la SNCF. Donc déjà, c'est mécanique, il y a une perte de volume. Ensuite, bien sûr, il y aura... Vous avez plus de 20 allers-retours, non? Oui, on a plus de 20 allers-retours, mais enfin, on a laissé 2 trains. Voilà. Donc, ce qui fait qu'au total, il y a le même nombre de trains d'ailleurs. Hein. On pourra y réfléchir aussi. Bon, après, bien sûr, comme vous l'avez indiqué, la concurrence, et c'est bien normal, va se faire sur le confort, va se faire sur le service, va se faire sur les prix. C'est bien ça l'idée de la concurrence. Oui, j'ai pris ce train il y a quelques années. Il est très confortable, en effet. Je pense que Trenitalia sera un concurrent redoutable. On connaît le sens du marketing, on connaît leur sens du service. Nous aurons face à SNCF Voyageurs un concurrent redoutable. SNCF Voyageurs a organisé sa riposte avec une proposition de service très forte et très attractive auprès de la clientèle d'affaires. Voilà, le match va se jouer dans quelques semaines. On verra ce qui se passe. Bien évidemment, nous nous jurons sur le fait que nous avons 20 et quelques trains. C'est-à-dire que Trenitalia, si le client loupe son train, il faudra qu'il attende assez longtemps le suivant. Nous, effectivement, on a un train toutes les heures, voire toutes les demi-heures. On aura une fréquence bien meilleure. C'est un élément aussi qui interviendra certainement dans le choix de la clientèle affaires pour se déplacer entre Lyon et Paris. Alors, vous disiez que Trenitalia ne s'est pas plaint des conditions d'accès, mais il y a quand même eu des propos sur le fait qu'il y avait quelques bâtons dans les roues mis sur des conditions techniques, sur la signalisation. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais Renfe aussi a peut-être du mal à faire rouler ses trains à cause de cette signalisation entre Marseille et Lyon. C'est leur projet pour commencer. Donc, comment vous arrivez justement à faire en sorte que d'être à la fois celui qui est leur concurrent et leur facilitateur. Est-ce qu'il y a une muraille de Chine? Comment ça fonctionne? Oui, alors je vais répondre à la deuxième partie de la question, puis je reviendrai à la première. Oui, il y a une muraille de Chine. Jusqu'à très récemment, enfin en gros jusqu'à ce que les Italiens le disent, je ne savais pas combien de trains allaient rouler de Trenitalia, à quelle heure, je ne savais pas. Parce qu'il y a une muraille de Chine totale. Et d'ailleurs, j'ai demandé au patron des SNCF Réseau, Luc Lallemand, tu ne me dis rien. Je lui ai dit clairement, tu ne me dis rien. Et il ne me dit rien. Voilà, donc la muraille de Chine, elle existe, elle est respectée, et c'est mon rôle. C'est un rôle très important que je joue, et je le joue. Sur la question que vous avez posée, la première question, c'était... Ah oui, sur les facilités. Écoutez, alors là c'est mon premier rôle. Je pense que certains acteurs découvrent, mais c'est eux qui le découvrent, qu'on ne s'improvise pas opérateur ferroviaire en France comme ça, quoi. Voilà, il y a des règles du jeu à respecter, il y a des règles techniques, il faut demander les sillons suffisamment tôt, sinon si on arrive au dernier moment, les sillons ils sont pris. Il y a des travaux, il y a des trains de fret, donc on ne peut pas au dernier moment demander des sillons en exigeant de les avoir. Il y a des contraintes qui s'exercent. Il faut du matériel roulant. Effectivement, pour faire des trains, il faut avoir du matériel roulant, sinon je ne vois pas comment on fait des trains. Et pour avoir du matériel roulant, il ne faut pas les demander à la SNCF, il faut les acheter. Et il y a des constructeurs de matériel roulant. Il faut aller les voir en disant, voilà, je vous achète du matériel roulant. Et puis, côté technique, c'est d'abord à l'opérateur étranger de s'adapter aux règles de signalisation françaises. C'est ce qu'on a fait en Espagne. Quand on est allé en Espagne, on n'a rien demandé à Renfe. On a équipé nous-mêmes tous nos TGV. On a dépensé beaucoup d'argent d'ailleurs pour le faire, pour adapter les trains français aux normes de sécurité des chemins de fer espagnols. Les Italiens l'ont fait chez nous. Les Italiens ne nous ont rien demandé. Ils ont équipé leurs trains fonctionnent. Voilà. Il faut que d'autres compagnies règlent leurs problèmes techniques. Alors, c'est certainement pas à SNCF Réseau, qui ne s'occupe pas de matériel, à intervenir dans le matériel. Et c'est pas à SNCF Voyageurs de venir aider son concurrent à mettre au point son matériel. Je pense qu'il y aurait là un aspect un peu bizarre. Voilà, donc je pense que les critiques que j'ai pu entendre, je ne les accepte pas au fond. Et je vous le dis assez clairement, je pense que chacun doit apprendre et doit jouer les règles du jeu nécessaires pour être un opérateur à la hauteur des exigences du réseau ferroviaire français.
Alors, hormis l'arrivée donc spectaculaire ou le départ spectaculaire des Italiens de la gare de Lyon, la grande affaire, elle se passe plutôt en région. C'est effectivement le développement de la concurrence dans les différentes régions qui pilotent donc les trains, les TER, les trains régionaux. Vous avez donc perdu la ligne entre Marseille et Nice. Est-ce que vous n'avez pas la crainte qu'il y ait une forme d'effet de mode des régions d'aller tenter d'utiliser la concurrence et de se précipiter pour changer d'opérateur? Oui, alors il faut revenir sur cette affaire des appels d'offres dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y avait 2 lots, hein. On en a perdu un, c'est vrai, on en a gagné un autre, hein. Voilà, donc, et le plus gros. Donc au fond, il y a un résultat qu'on trouve acceptable. On aurait rêvé gagner les 2, mais c'est la concurrence, hein. On sait très bien qu'on ne peut pas forcément gagner tous les lots qui sont mis en concurrence, mais au fond, le résultat, on a gagné le lot principal et un concurrent a gagné l'autre. Il va falloir s'habituer à ça. Tout ce qui tourne autour de Nice, en fait. Voilà, ça, la grande étoile de Nice, hein, tout le périurbain niçois qui est un énorme lot, hein, parce qu'il y a énormément de gens qui prennent le train dans les Alpes-Maritimes, hein, compte tenu des problèmes de congestion routière. On ne peut que perdre. Quand un monopole s'ouvre à la concurrence, c'est mécanique. On ne peut pas gagner. On ne peut que perdre. La question, c'est combien. Voilà. Donc, on se pose cette question, bien sûr. Je peux vous dire qu'à chaque fois, on va répondre à tous les appels d'offres, bien sûr. On va y aller avec tous nos savoir-faire, notre connaissance du territoire, notre connaissance des lignes, une vraie capacité de se remettre en question, parce que c'est ça en fait l'objectif, hein, je pense, des régions, c'est que la SNCF, qui est leur opérateur historique, démontre qu'elle est capable de se réinventer quelque part. Je pense qu'on l'a prouvé en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on le prouvera sur d'autres régions. Voilà, on va livrer ces matchs de la compétition avec la ferme intention de garder le maximum de lignes, et on verra ce qui est décidé par les régions au fur et à mesure que ces appels d'offres se dérouleront. Oui, alors justement, c'est peut-être dans cette concurrence régionale que les questions sociales risquent d'être les plus compliquées, parce qu'il y a un transfert des personnels de la SNCF quand vous perdez un contrat, des personnels actuellement SNCF vers le nouvel opérateur. C'est ce qui va se faire d'ailleurs sur la ligne Marseille-Nice. Alors comment vous gérez tout ça? Est-ce que vous craignez des mouvements liés à cette angoisse des cheminots qui vont quitter cette grande maison à laquelle beaucoup sont très attachés? Voilà. Est-ce que là, est-ce qu'il n'y a pas un gisement potentiel de mouvements sociaux à nouveau? Oui, vous avez raison, il faut commencer par dire ça. C'est un choc pour les cheminots, bien évidemment, hein. Moi, j'imagine très bien un conducteur de train de Marseille, hein, qui a peut-être 50 ans. Il lui reste 5 ans à faire, 6 ans à faire, par là. Il n'avait jamais imaginé qu'il serait obligé de finir sa carrière chez un opérateur privé. Jamais de chez jamais. Lui, quand il est rentré à la SNCF, c'était pour y faire sa carrière. Il est très attaché, effectivement, à la SNCF, à son métier à la SNCF, à ses camarades de la SNCF. Voilà, c'est sa famille, quelque part, la SNCF. Et là, on lui dit, par la loi, tu es obligé d'être transféré. Bon, forcément, il n'en a pas envie, c'est très clair. Et la question suivante, mais qu'est-ce que ça veut dire au plan social? Parce que les cheminots, parfois, peuvent se plaindre ou se plaignent de leur sort à la SNCF, mais on voit bien qu'ils sont attachés quand même. Donc, hein, c'est un peu le paradoxe, hein. Donc, c'est pas si mal que ça, la SNCF, puisque à l'idée de la quitter, on s'en inquiète. Effectivement, il y a tout un tas de référentiels de RH, de règles sociales qui sont très protectrices à la SNCF. Et donc, on peut tout à fait comprendre qu'un cheminot concerné soit inquiet. Bon, là-dessus, les discussions sur ces sujets-là, qui sont très importantes, bien sûr, qu'il faut prendre au sérieux, ne se tiennent pas à la SNCF. Elles se tiennent dans la branche ferroviaire. En fait, la SNCF, elle n'est pas directement concernée. Ce sont certes ses agents, mais ils vont ailleurs. Donc, ce n'est pas la SNCF qui va dire qu'est-ce qui se passe ailleurs, hein. C'est bien au niveau de la branche, entre ce qu'on appelle l'organisation patronale, c'est l'UTP, l'Union des transports publics et ferroviaires d'un côté. On retrouve la SNCF, bien sûr, mais aussi tous les autres opérateurs. Que vous avez présidé longtemps, d'ailleurs. Que j'ai présidé quand j'étais président de Keolis, effectivement, hein, donc je connais bien cette maison. Et puis l'organisation syndicale, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de négocier une convention collective. Voilà, il n'y a pas de convention collective encore, il y a des chapitres importants qui ont été conclus, le principal étant l'organisation du travail. Il y en a un qui est pas très loin d'une conclusion, on est en plein dans l'actualité, il est aussi majeur, c'est celui qui porte sur les classifications, les rémunérations, et ce sont ces chapitres de la convention collective qui vont expliquer en fait le sort social des cheminots qui seront transférés chez de nouveaux opérateurs. On est presque au bout. Récemment d'ailleurs, il y a eu un débat sur les facilités de circulation. Celui-là aussi, on est en train de le finaliser dans le bon sens, en gros, puisque j'ai compris... Les facilités de circulation, donc c'est la possibilité pour les cheminots
de prendre le train gratuitement. C'est ça, c'est historique, hein, ça a toujours fait partie du package social des cheminots, hein, c'est le contrat implicite. Quand vous êtes cheminot à la SNCF, vous avez des droits de circuler, vous et votre famille, avec des billets gratuits ou à des prix très bas. Vous pouvez prendre le train. Voilà, c'est historique. Il y a d'autres entreprises qui ont ça. Hein. Il y a l'électricité, bien sûr, il y a l'automobile, il y a la grande distribution. Voilà. Et d'ailleurs, un rapport récent a démontré que la valeur n'était pas énorme. Hein. On parle de 400 € par an. Et par cheminot, voilà, ce n'est pas des choses excessives, me semble-t-il. C'est une question très importante pourtant pour les cheminots qui sont très attachés, hein, c'est vraiment une partie presque identitaire dans leur relation à la SNCF, et la question se posait, qu'est-ce que ça va devenir si je suis transféré ? Dans la négociation en cours sur classification rémunération, en parallèle, il y a aussi la clarification de ce sujet, et au fond, on va vers une espèce de transfert quasiment à l'identique des facilités de la SNCF vers les nouveaux entrants, dans la mesure où ils le souhaitent. Voilà. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est en train de se régler. Donc tous ces sujets sociaux sont largement éclairés. On n'est pas loin maintenant d'avoir finalisé d'ailleurs l'ensemble des éléments très précis de ce qu'on appelle le sac à dos social. Hein. C'est une image sympathique issue de la marche en montagne. C'est qu'est-ce que les cheminots vont emporter dans le sac à dos quand ils vont faire une randonnée entre la SNCF et le nouvel entrant. Voilà, ce sac à dos, il se garnit bien. Et je pense que quand les cheminots auront bien compris ce qu'on y trouve, ils seront, je pense, rassurés. Et nous, d'ailleurs, d'un point de vue beaucoup plus pratique, en Provence et Côte d'Azur, nous allons veiller à ce que ça se passe bien. Voilà, nous, on veut que les choses se passent bien, donc on va accompagner chaque cheminot, puisque c'est nous qui les avons. En plus, on a une difficulté, c'est que le transfert ne va intervenir qu'en 2025, ce qui est loin. Hein, le sujet commence à se poser fin 2021, et effectivement, il n'interviendra qu'en 2025. Et le temps est toujours, peut être générateur de crainte et d'anxiété, donc on va profiter, entre guillemets, de ce temps pour expliquer par le menu à chaque cheminot concerné qu'est-ce que ça veut dire pour lui, pour qu'il soit parfaitement accompagné dans cette transition. Alors, une illustration des difficultés que vous avez parfois avec les collectivités locales dans votre dialogue, et que la concurrence viendra évidemment un peu compliquée, c'est donc une illustration, c'est ce qui se passe dans les Hauts-de-France où le conseil régional a décidé d'arrêter de vous payer parce qu'ils sont insatisfaits du service. Alors comment vous... est-ce que vous pensez que c'est la concurrence qui avive un petit peu ce genre de tension et puis, qu'est-ce que vous avez à répondre à cette situation ? D'abord, je la reconnais. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas être dans le déni. La SNCF ne délivre pas une bonne qualité de service pour les usagers de la région de France. Voilà, il faut le dire. C'est une vérité. C'est la seule région ou la pire ? Je pense qu'en ce moment, c'est certainement celle où c'est le plus difficile, parce qu'on a plusieurs problèmes qui s'accumulent. On a des problèmes de parc, c'est-à-dire de matériel roulant. Donc, à un point tel qu'on doit être amené parfois à supprimer les trains parce qu'on n'a pas de rame pour faire les trains, ou réduire les compositions, qui posent des problèmes de confort, bien sûr, pour les usagers. Pourquoi ? Parce qu'on a eu des problèmes de maintenance, on a des problèmes de profilage d'essieux liés au patinage, enrayage, dont les roues s'abîment. On doit absolument, pour des raisons de sécurité, refaire passer les trains au dépôt, reprofiler les essieux, et pendant ce temps-là, les trains ne roulent pas. On a eu des problèmes aussi liés à la Covid, quand même, hein, et notamment sur la formation des conducteurs. Les écoles de conduite, vous savez qu'on forme nous-mêmes nos conducteurs. Ça prend 1 an à peu près à former un conducteur de train. Les écoles qu'on n'a pas faites l'année dernière à cause du Covid, puisque tout était fermé, forcément, les conducteurs qu'on n'a pas formés, ils nous manquent. Donc on a une tension très forte, pour peu que vous rajoutiez un peu d'absentéisme. Lui encore au Covid, par exemple, avec des gens malades. On a des problèmes de conducteurs. On a un phénomène... Vous avez des difficultés à recruter des conducteurs ? Non, on n'a pas de difficulté à les recruter, mais on a eu l'année dernière des difficultés à les former, puisque les écoles, pour des raisons sanitaires, étaient fermées. On n'avait plus le droit de se mettre dans des écoles. Voilà. Et enfin, alors ça, c'est pas un problème spécifique à Hauts-de-France. Ça peut paraître un peu anecdotique, mais ça l'est pas. Vous savez, on le sait qu'il y a beaucoup de gibier en France, hein, les sangliers, les cerfs, etc., les chevreuils qui se promènent sur les voies ferrées. Et quand un engin tape un chevreuil ou un sanglier, ça l'abîme. Et à nouveau, on a des immobilisations. Voilà. Donc l'ensemble de ces facteurs font que la qualité de service n'est pas au rendez-vous. Les usagers, les voyageurs se sont plaints à juste titre. À partir de là, la région, elle fait son métier d'autorité organisatrice. Elle se met du côté des usagers et c'est bien normal. La modalité, je me suis exprimé du non-paiement, on peut en discuter parce que j'ai les cheminots, je les paye moi, hein. Je paye les cheminots, je paye la maintenance, je paye l'électricité des trains, je paye, voilà, etc. Bon, on en a discuté avec la région, je crois qu'on a démontré à la région qu'on a un plan d'action solide, hein, et qu'ils ont validé, le vice-président, M. Dersin, a validé ce plan. Il donne d'ailleurs ses premiers effets. Normalement, si tout va bien, et ça va bien aller, ce plan aura permis de revenir à une situation, on va dire, satisfaisante, en tout cas correcte en janvier. Et le président de région a été très clair, si la situation redevient correcte, il reprendra les paiements. Voilà, donc on devrait, j'espère, le mois prochain, pouvoir constater qu'à la fois la qualité de service est revenue à quelque chose d'acceptable et donc qu'on sera sorti de cette tension avec la région Hauts-de-France.
Alors, c'est peut-être le moment d'aborder un sujet qui intéresse beaucoup de gens, c'est la question du prix des billets de train. Vous avez mis en place une nouvelle organisation tarifaire à l'été dernier qui se base sur la généralisation de la carte avantage, mais malgré tout, on entend quand même encore beaucoup de plaintes sur à la fois le prix des trains, mais surtout peut-être la complexité. Complexité, pourquoi ? Parce que quand même la carte avantage, il faut la prendre. Quand on n'est pas ni un senior ni un jeune, il faut faire un aller-retour dans le week-end et c'est pas toujours ce qu'on veut faire. Parce que quand les trains, les TGV inouïs sont pleins, vous avez soudain les Ouigo que vous voulez prendre qui se mettent à avoir des prix beaucoup plus élevés. Donc ce qu'on appelle le yield management se met à jouer, qui était censé être capé, se met à jouer à plein. Vous avez par ailleurs, quand vous prenez des trains régionaux, des tarifications spécifiques aux régions qui acceptent ou pas la carte avantage ou qui ont leurs propres tarifs. Donc tout ça crée quand même encore, malgré tout, une sorte de jungle qui perturbe les voyageurs. Donc est-ce que vous comptez réfléchir à nouveau sur ce sujet-là ? Alors, la tarification, c'est un sujet très important. D'abord, c'est l'expression financière du rapport entre le voyageur et nous. Donc, c'est un prix. Et le prix, les gens sont sensibles au prix. Il y a une enquête assez récente qui montre que les Français sont à l'euro près. Voilà, il faut être très conscient que la période dans laquelle nous sommes est une période où de nombreux Français sont à l'euro près. Donc, il est tout à fait normal qu'ils fassent attention au prix. Alors, il y a plusieurs questions dans la question. C'est une question assez vaste que vous avez soulevée. Il y a le niveau des prix, la complexité des prix. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les Français à s'y retrouver ? Alors, les éléments de complexité, ils existent. Et je ne vais pas vous dire qu'on va être capable de simplifier avec un seul prix par relation, parce que ça ne serait pas d'ailleurs adapté. On a des clients différents, on a des privés, des loisirs, des affaires, des familles, des jeunes, des seniors. Voilà, donc il y aura une gamme de prix, la notion de gamme de la première classe, la deuxième classe. Donc il n'y aura pas un prix unique qui serait très simple, mais qui ne serait pas adapté en fait à la pluralité de nos clients. Mais il faut les aider à s'y retrouver. Pour les aider à s'y retrouver, je pense qu'en fait, la meilleure chose, c'est ce qu'on va faire mi-janvier ou fin janvier. On va enfin avoir une application unifiée où on pourra s'informer sur tous les trains et avoir les prix de tous les trains de bout en bout, trains nationaux, trains régionaux, avec une application revue, adaptée, simplifiée. Ça va aider les gens. C'est autour du 15 ou 20 janvier. C'est ce qu'on appelle SNCF Connect. L'annonce a été faite de cette nouvelle appli. En termes de date, on aurait bien aimé l'avoir fin décembre. Bon, c'est plus compliqué. C'est un petit exploit. Cette application, on va la faire en une année environ. C'est un exploit technologique. Elle sera prête fin janvier. Je pense que ça, en fait, c'est ce qui va permettre le plus aider les gens, puisqu'ils vont rentrer l'origine-destination. On va leur proposer les prix, ils pourront choisir. Voilà, donc ça va vraiment les aider par un outil digital. Pas trop usine à gaz non plus, quoi. Il n'y aura pas 50 000 prix. Non. En 2-3 clics, vous aurez parce que vous allez donner vos paramètres et on va vous proposer les prix qui vous conviennent. Le deuxième élément que vous évoquez, c'est comment on a traité un problème quand même. Ça, c'est un problème que j'ai vu tout de suite en arrivant. On se rappelle cette difficulté. C'est que il y avait un hiatus entre les gens du marketing grande ligne et puis les clients. Les gens du marketing grande ligne pensaient qu'il y avait des prix bas, puisqu'il y avait les Ouigo, il y avait des petits prix, mais ce qu'ils n'intégraient pas, c'est que de plus en plus de nos concitoyens, des Français, ne peuvent pas acheter longtemps à l'avance. Et le Covid a complètement amplifié cette tendance. Ils achètent une semaine, 3 jours, 2 jours à l'avance. Et là, pour le coup, le yield management que vous avez évoqué, il avait enlevé tous les petits prix. Donc, de bonne foi, de nombreux Français, de plus en plus nombreux, n'étaient confrontés qu'à des prix élevés. Ils en tiraient dans la conclusion que c'était des prix élevés. Et ils avaient raison, vu de leur point de vue. Il fallait trouver une solution. La solution que les marketeurs voyageurs du coup ont trouvée, donc je leur rends hommage parce qu'il fallait être inventif, c'est une solution qui vise la clientèle loisir, on l'assume, et pas la clientèle affaires, donc ça explique une bout de week-end, on l'assume complètement, parce que c'est pas elle qui est visée, c'est la clientèle loisir, qui cherche justement les prix les plus bas. On a beaucoup simplifié pour le coup, il y avait plusieurs cartes avantages, il n'y en a plus qu'une, il n'y a plus qu'une carte pour la famille, c'est pour père, mère, enfin parents, 3 enfants, 49 € pour les 5 pour 1 an. C'est pas vraiment cher. En un voyage, vous l'avez amorti. Parce que c'est tout de suite 30% de réduction pour les adultes, 60% pour les enfants. Et surtout, et c'est ça l'élément nouveau de l'avantage, voilà un des avantages, des prix plafonnés, même les jours de grand départ, tant qu'il reste des places, bien sûr, quand le train est complet, il est complet pour tout le monde. Ça, c'est ça la véritable avancée. Et honnêtement, elle a été reconnue, elle a été perçue. La preuve, on en a vendu 1,5 million.
on vend 2 fois plus de cartes avantages depuis que cette nouvelle carte existe par rapport aux ventes que nous faisions avant. Donc c'est vraiment une carte qui rencontre son public, qui rencontre sa clientèle, donc ça marche. Le sujet que je veux bien accepter, et j'en parle avec les régions, c'est attention à l'effet de balkanisation. Il ne faut pas oublier que l'offre ferroviaire française, ce n'est pas que des TGV directs. Il y a aussi le jeu des correspondances. C'est aussi des TGV et des TER en correspondance. Et c'est là qu'il faut faire attention. Il ne faudrait pas que les tarifications régionales se complexifient exagérément et qu'on n'arrive pas à avoir une continuité tarifaire facile entre les TGV et les TER. On a parfois même des définitions du jeune qui ne sont pas la même, hein, jusqu'à 11 ans, à partir de 12. Enfin, on voit bien qu'il faut faire attention à ce qu'un certain nombre, certains éléments d'unité, d'homogénéité puissent exister. C'est un sujet que j'ai ouvert avec Région de France. Et le président de la commission transport de Région de France, Jean Ronner, président de Grand Est, est d'accord pour la travailler, pour faire en sorte qu'effectivement, d'avoir une facilité suffisante pour nos passagers qui font du TGV et du TER. Voilà, donc ce sujet est pointé, il va être travaillé, et on va dans le sens d'une plus grande simplicité pour nos voyageurs. Alors, puisqu'on est sur les tarifs, on va parler un petit peu des lignes. C'est aussi un sujet qui intéresse beaucoup les gens. Alors, vous disiez pas de tarif unique, le TGV, mais en fait, vous êtes aussi en train de mettre au point des trains volontairement plus lents. Par exemple entre Paris et Lyon, hein, je crois, qui eux seront avec un tarif, d'après ce que j'ai compris, unique ou extrêmement faible. Donc, après 30 ans, presque 40 ans d'aventure TGV, il y a encore un marché à prendre du côté de la lenteur à petit prix. Oui, exactement. De jour comme de nuit d'ailleurs, hein, parce que la remarque que vous faites de jour s'applique aussi à la nuit. Oui, il y a un certain retour du slow life, quoi, hein. Je pense qu'il y a aussi des gens qui peuvent prendre leur temps, qui peuvent apprécier le temps, pour lesquels le temps n'est pas la denrée première, qui était le fondement de la grande vitesse au fond, hein. D'ailleurs, vous aviez des modèles macroéconomiques qui valorisaient leur gagné, hein, qui mettaient des euros sur leur gagné. À partir de là, on faisait des modèles. Voilà, donc oui, on le sent arriver. Beaucoup les jeunes d'ailleurs, hein, mais pas que les jeunes. Hein. On a aussi des gens de toute génération qui peuvent accepter tout à fait de prendre leur temps pour aller à Lyon, pour aller à Nantes, pour prendre un train de nuit, pour aller à Tarbes. Voilà, il y a des gens qui sont prêts à prendre leur temps. Ben, nous, ça tombe bien parce qu'on a une capacité de faire une offre à des prix intéressants, parce qu'en fait, le matériel roulant est amorti, excusez-moi du terme technique, d'un point de vue capital, voilà, ce matériel est largement amorti, donc ça nous permet de construire des trains à prix bas. Donc au fond, les personnes qui peuvent accepter de prendre leur temps peuvent accéder à des prix simples et bas, donc ça correspond à l'objectif de simplicité que vous avez évoqué, mais aussi de prix très modérés. Et au fond, autant prendre le train avec ses avantages de sécurité, de confort, de paysage à travers la vitre. Hein. C'est formidable de voir les paysages qui défilent. Parce que l'alternative, c'est quoi? C'est la voiture, conduire, les bouchons, sortir de Paris, à trouver des bouchons quand on arrive à Nantes ou à Lyon, pas terrible. Et puis en plus, on pollue. Hein. Il y a l'argument écologique qui est de plus en plus perçu par les voyageurs. Prendre le train, c'est protéger la planète. Prendre la voiture, c'est émettre du CO2. Voilà, c'est aussi un argument qui peut compter. Vous disiez que les sillons étaient tous pleins sur Paris-Lyon, donc ça veut dire que le train il va passer par d'autres endroits. C'est pas un train à grande vitesse, il passe par la ligne classique où il reste encore un peu de place. Voilà. Je disais que c'est la ligne à grande vitesse qui est pleine entre Paris et Lyon. C'est pour ça que les TGV italiens, comme ils vont rouler, nous, on doit enlever les TGV français de la ligne à grande vitesse. Par contre, sur la ligne classique, il y a de la place. Et bien sûr, les trains dont nous parlons, les slow trains, on appelle ça Ouigo vitesse classique, eux vont emprunter la ligne classique. Et c'est pour ça qu'ils mettent plus de temps pour aller à Lyon, pour aller à Nantes. Et c'est pour quand les premiers voyages? Écoutez, là, je ne sais pas vous répondre, donc je ne vous répondrai pas parce que je pense que c'est pour le début de l'année, mais j'ai plus la date exacte. Le printemps Je crois que je vous dirai le printemps, mais j'ai pas la date exacte. Peut-être d'ailleurs qu'elle est peut-être pas complètement définie. Voilà, donc c'est pour le printemps. Enfin, techniquement, c'est prêt. Les rames sont prêtes. En fait, tous les sillons sont préparés. Les locomotives sont prêtes à partir. Voilà, donc on est dans les starting blocks. Et je fais le parallèle avec les trains de nuit parce que c'est un peu la même chose. Hein. Ouais. Les trains de nuit reviennent à la mode. Ouais. Alors pour l'instant, il y en a des trains de nuit, il y en a plus beaucoup. Hein. Il y en a quoi, 2, non? Il y en a 2 de plus. Hein. Vous aviez historiquement la SNCF avec l'État. C'est vrai que cette semaine a été la semaine des trains de nuit, puisqu'il y a eu la réouverture du Paris-Briançon qui était fermé aussi pour travaux, et puis deux nouvelles lignes ouvertes cette semaine. Exactement, donc cette semaine, comme le dit Eric Bézia, c'est la semaine des trains de nuit. Le Paris-Briançon qui avait été maintenu avait été arrêté pour des raisons de travaux sur la ligne, donc là, pendant ce temps-là il était arrêté, on avait trouvé des solutions palliatives qui n'étaient pas terribles, mais enfin bon, voilà, c'était compliqué d'aller à Briançon puisque la voie ferrée était coupée. Il est revenu, et c'est très important hein, pour les Alpes du Sud, elles sont très attachées à ce train.
D'ailleurs, le ministre de la Ruralité, M. Giraud, est très attaché à son train dans le Briançonnais, et il a raison, parce que c'est vraiment le lien entre ce territoire et la capitale Paris. Ah oui, ça fait loin en voiture. Hein. C'est très difficile d'aller en voiture, en avion c'est compliqué aussi, donc franchement le train de nuit il fait son office. On a relancé un train là qui m'est cher parce que vous l'entendez un peu à mon accent, j'ai quelques origines pyrénéennes. Donc un Paris-Toulouse-Tarbes-Lourdes, ça me parle. Voilà, donc je suis très content pour les Pyrénées centrales qu'on ait pu relancer ce train. Et puis un train européen. Je pense aussi que les trains de nuit ont leur place pour se déplacer en Europe avec un Vienne-Paris, avec un matériel formidable qui appartient au chemin de fer autrichien, très moderne, qui va offrir une offre, un service, je pense, très attractif entre ces deux belles capitales. On passe par Munich aussi au passage et par Strasbourg. Donc oui, il y a un nouveau regain pour ces trains de nuit. Et on a des gens qui acceptent de prendre le train de nuit, voire qui le désirent. On arrive plus tôt dans les capitales ou dans les villes par rapport à l'avion. On ne pollue pas à nouveau, c'est un choix citoyen. Et je pense que c'est une offre intéressante qui trouvera sa place dans les offres de services de mobilité en France et en Europe. Alors, quand vous faites du Paris-Lyon pour 30 €, je sais pas, 20 €, enfin des tarifs très bas, on voit bien que finalement, là, votre premier concurrent, alors vous dites c'est la voiture, mais en fait, c'est surtout le bus, c'est-à-dire cette activité que vous aviez, que vous avez finalement cédé à Blablacar il n'y a pas très longtemps. C'est vraiment aujourd'hui votre premier concurrent sur ce type de trajet ? Ah non, il faut être clair, non, je le redis, mon concurrent c'est la route en général, hein, pour les marchandises aussi d'ailleurs, hein, on est beaucoup sur les voyageurs. On va parler des marchandises. Oui, voilà, donc vraiment mon concurrent c'est la route, alors toutes les formes de route, les bus peut-être, mais la voiture particulière aussi. Hein. Voilà, je rappelle que la route c'est aujourd'hui 85% du marché, moi je veux prendre 10 points de ces 85. Voilà, ça me semble accessible. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Il faut de la qualité de service, il faut de l'innovation de service, il faut de politique d'offre. Mais je pense que c'est faisable. Et si je prends 10 points, comme aujourd'hui j'ai 10 points, 10 plus 10 égale 20, ça me permettra de donner du corps à ce projet, à cette vision que j'ai, que le ferroviaire pourrait transporter 2 fois plus de monde d'ici une dizaine d'années. Je pense que c'est une vision que j'ai. Elle me paraît réaliste. Mais je le redis, mon concurrent principal, c'est bien la route sous toutes ses formes. N'oublions pas la voiture particulière. Il faut convaincre les Français de prendre un peu moins leur voiture, la laisser au garage et de prendre le train. Alors, vous parlez des trains de nuit. Les trains de nuit passent la nuit. Les trains de fret aussi passent la nuit, souvent. Donc, ça nous amène au sujet fret. Alors, quand on interroge des chargeurs, ça nous arrive. Par exemple, j'avais interrogé il y a quelques années l'entreprise Relais Colis qui me disait « Ah, mais j'aimerais tellement remplacer mes camions par des trains, mais alors c'est compliqué, c'est pas possible, le camion c'est tellement plus souple. » Alors comment peut-on faire pour arriver à convaincre les gens qui décident de transporter des marchandises de prendre plutôt le train que le camion? Et ça, c'est peut-être une première question. Et la deuxième question, c'est vous dites mon concurrent sur la route, mais quand même... Vous avez dans votre panel d'entreprise une société qui est une très belle société qui s'appelle Géodis, qui est quand même le premier transporteur routier français, sauf erreur de ma part. Donc, alors là encore, il y a une forme de schizophrénie à être le concurrent de sa propre activité. Donc, comment vous gérez ça ? Oui, alors... Moi d'abord, partons du fond. Moi, en tant que citoyen, même pas président de la SNCF, je ne me fais pas à l'idée que toutes les marchandises vont être transportées par des camions. Voilà, parce que je suis comme tout le monde, je suis comme tous les Français, ça m'arrive de prendre ma voiture et moi de voir ces fils ininterrompus de camions qui traversent la France, parce que c'est ça les flux principaux, hein, c'est pas les transports internes à la France, c'est ces grands courants européens, transeuropéens de camions qui arrivent du nord de la France, qui la traversent, qui finissent en Italie ou en Espagne, voilà, c'est ça, et vice-versa. Donc c'est ça le problème. Bon voilà, je pense qu'il y a un sujet de citoyenneté, en nouveau un sujet écologique, hein. Une tonne transportée en train, ça pollue 15 fois moins que la même tonne transportée en camion et ça consomme 6 fois moins d'énergie. Il y a un enjeu pour la planète évident. Hein. Donc il faut vraiment se battre pour développer le trafic de fret ferroviaire. Alors il faut rappeler que vous avez perdu à peu près 10 points de part de marché, c'est ça, en une vingtaine d'années, le fret oui, ça français, tout à fait. On est passé de 14 ou 15 à 9. Oui, voilà, mais c'est quand même une perte conséquente. Hein. Ouais. Voilà. On est à 9% aujourd'hui en France. La moyenne européenne est à 18%. Ah oui. Et les bons élèves européens sont à plus de 30. C'est donc possible. Hein. C'est donc possible. Voilà, moi, je vois les choses comme ça. La question que vous posez, Éric Bézia, elle est centrale. C'est qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on n'a pas fait avant ?
C'est ça la question, parce que si on ne fait rien de nouveau, forcément, on va rester dans une spirale de stagnation, voire de déclin, et ce n'est pas ce que je veux. Les pouvoirs publics non plus. Je rappelle que récemment, le ministre des Transports a présenté une stratégie nationale pour le fret ferroviaire, où il endosse lui aussi le x2. x2 pour le fret, x2 pour le voyageur, x2 pour le fret. Donc on voit que l'intention politique, elle est là, parce que tout le monde perçoit l'enjeu écologique, et au niveau européen aussi. Vous savez qu'il y a un pacte vert, un Green Deal au niveau européen, où l'Union européenne est prête à mettre beaucoup d'argent pour promouvoir l'usage du fret ferroviaire. Alors il faut mettre de l'argent. Il faut mettre de l'argent sur deux éléments. D'abord l'infrastructure. Pour qu'il y ait plus de trains, il faut plus d'infrastructures. Voilà, donc il va falloir consacrer, nous notre calcul c'est une dizaine de milliards dans les 10 à 15 ans qui viennent, pour créer des lignes fret, pour créer des contournements des agglomérations. Il faut créer des voies de service. Donc il faut créer des raccordements au port. Il faut absolument améliorer l'infrastructure pour être capable de faire plus de capacité et plus de fiabilité. Ça, c'est la première condition. C'est ça qui améliorera aussi la fluidité, peut-être. Bien sûr. Et la problématique des sillons, elle est liée à l'infrastructure. S'il y a plus, aujourd'hui, pourquoi on a du mal à faire plus de trains? Parce qu'ils ne passent pas, tout simplement. Ou alors les sillons sont de mauvaise qualité. Donc la rotation des wagons et des locomotives n'est pas adaptée, n'est pas performante. Si on a des infrastructures nouvelles, c'est coup double. On pourra faire de la capacité, de la fiabilité et de la performance. Donc ça, c'est absolument indispensable. Deuxième élément, et alors là, c'est un acquis, dont je suis assez content parce que je n'y suis pas complètement étranger, avec d'autres, mais le gouvernement français, dans le cadre du plan de relance, a accepté pour la première fois d'amener une subvention aux wagons isolés. C'est très important. Ça explique le succès, par exemple, des Autrichiens. Les Autrichiens ont une part de marché de plus de 30%. Pourquoi ? Parce qu'en Autriche, depuis longtemps, le gouvernement, qui a une politique très volontariste en faveur du wagon, subventionne pour les entreprises qui l'utilisent le recours au wagon isolé. Et pour la première fois en France, c'est le cas, puisque 70 millions d'euros de subventions ont été alloués au wagon isolé. Ça change tout. C'est quoi le wagon isolé? Le wagon isolé, oui, le terme, c'est un seul wagon. Quand une entreprise n'a pas beaucoup l'idéal pour le ferroviaire, ce sont les trains massifs. Quand vous avez une entreprise qui est capable de charger 30 wagons, on constitue un train, on met une locomotive et on traverse la France ou l'Europe. Ça, on sent que c'est performant. Et là-dessus, on est très compétitif par rapport à la route, parce que la contrepartie routière, c'est 30 camions. Donc un seul train avec 30 wagons, à mon avis, c'est performant par rapport à 30 camions. Où ça se complique, c'est quand une entreprise n'a pas les volumes pour faire un train complet et remplit un seul wagon. Parce qu'un seul wagon, c'est le match avec un seul camion. Le camion, il est très souple. Il va partir de l'usine de départ, il va arriver à l'entrepôt d'arrivée. Nous, le wagon, il faut l'amener à l'usine, il faut être chargé, il revient, on l'incorpore dans un train avec d'autres wagons qu'il va falloir trier dans des triages, une fois, deux fois, et puis pour finir par l'amener. Ça va prendre 4 jours, le camion, il aura fait 4 fois l'aller-retour. Donc on voit qu'on a un handicap de production qui est intrinsèque au mode. On ne peut pas faire mieux. Dans ce cas-là, si on ne fait rien, c'est la route qui prendra toutes ces marchandises-là. Si on veut au contraire résister à cette tendance, il faut une intervention de la puissance publique. C'est le cas en France. Et depuis, ça va beaucoup mieux, puisqu'on voit bien que cette année, on a un regain du transport ferroviaire en France. Donc on voit que l'effet est immédiat. Et donc moi, je suis confiant que si pour la première fois en France, et pour de vrai, j'allais dire, et dans la durée, on finance de l'infrastructure pour les trains de fret et on met en place une aide pérenne dans la durée pour utiliser les wagons isolés, je crois que là, on tient les deux éléments majeurs qui vont permettre cette fois de redresser la part de marché du fret ferroviaire dans notre pays. Et c'est-à-dire qu'on pourrait, dans les trains de voyageurs, réserver un wagon, par exemple, pour non, pour ça, le fret. Non, ça se fait pas. Non, je crois pas. C'est compliqué. Au plan technique, c'est pas pareil du tout. La vitesse des trains de voyageurs est supérieure aux trains de marchandises. Donc ça, je pense qu'on peut pas. Voilà. Mais l'idée, c'est d'avoir plus de capacité pour les trains de fret, pour éviter justement que les trains de voyageurs ne consomment toute la capacité du réseau et n'en laissent plus suffisamment pour la circulation des trains de fret. Il faut rajouter aussi les travaux, et tant mieux. On est dans une situation, tant mieux, où il y a beaucoup de travaux et il y en a besoin de rattrapage. Parce que le réseau ferroviaire français a pris de l'âge, donc ces travaux aussi consomment de la capacité, et c'est pour ça qu'il est indispensable de rajouter de l'infrastructure pour développer le trafic de fret ferroviaire dans notre pays et en Europe, parce que bien évidemment, le trafic de fret, il faut le penser européen, notamment avec la connexion avec les grands ports de la mer du Nord. Mais alors là, on rejoint quand même un problème de fond, qui est celui de la SNCF depuis 40 ans, qui est celui de l'arbitrage entre ces différentes missions ferroviaires, c'est-à-dire faire du TGV, faire de la proximité, faire de l'urbain et faire du fret. Et entretenir les voies pour faire tout ça. Et pendant très longtemps, en fait, il faut être honnête, on a sacrifié la plupart au profit du TGV, parce qu'il y avait un programme à remplir. Aujourd'hui, on a l'ambition, on veut remplir tout, enfin, on veut tout faire.
Est-ce que c'est franchement possible, compte tenu des finances que vous avez? Parce que les gouvernements successifs adorent le train, ils ont tous des discours très offensifs, et puis à l'arrivée, c'est pas du tout ce qui se passe. Le fret continue à perdre des parts de marché, et le TGV a atteint un petit peu son asymptote. Donc, qu'est-ce qui vous permet de dire que cette fois-ci, ce sera différent? Ben moi, ma conviction, c'est l'enjeu climatique. Est-ce qu'on veut, oui ou non, s'attaquer à l'enjeu climatique? C'est assez simple. Si on répond non, forcément, voilà, ne changeons rien et continuons comme avant. Bon. Si on répond oui en sincérité, un oui sincère, pas un oui de circonstance, si on répond oui en sincérité, on doit s'attaquer aux enjeux climatiques parce qu'il en va de la planète et de sa population, alors là, on n'a pas le choix. Il faut s'attaquer au secteur qui émet le plus. Le secteur qui émet le plus, c'est les transports. 30% d'émissions, les transports. C'est incontournable, on ne peut pas traiter le problème si on ne s'attaque pas au transport. Si on ouvre la boîte des transports, c'est assez simple. Il faut passer des modes polluants vers les modes peu polluants, voire pas polluants. Voilà, c'est incontournable, sinon je ne vois pas comment on traite le problème. Qui est polluant? La route. Qui n'est pas polluant? Le train électrique. Voilà, et on a la chance en France d'avoir une électricité décarbonée, dont le raisonnement il est implacable, si vous voulez. On ne peut pas s'y échapper. Donc à partir du moment où on en arrive donc à la conclusion qu'il faut tout faire en ferroviaire, du fret, de la longue distance, de la courte distance, de la proximité, des travaux. Oui, il faut tout faire. Donc il ne faut pas raisonner à un cadre d'argent public constant. Sinon, on va faire comme ce que vous avez dit pendant des années, on va habiller Pleyel en déshabillant Paul, et on ne traitera pas le problème. Donc effectivement, il faut plus d'argent au niveau européen, plus d'argent au niveau français. J'espère d'ailleurs que ce sujet va finir par arriver dans les débats politiques de la campagne électorale. Pour le moment, on nous rebat les oreilles avec immigration, sécurité. J'espère les écologistes rêvent de mettre la France dans un train. Oui. Eh bien, très bien, tant mieux. Mais j'espère que d'autres aussi. Il n'y a pas de raison. Voilà, moi, ils ne disent pas comment ils vont le financer. Mais... Voilà, alors moi j'ai quelques idées, en tout cas j'ai quelques références. Donc la question du financement se pose, parce qu'il ne faut pas se cacher, il faudra des milliards. Ce n'est pas des centaines de millions. Alors des milliards dans la durée. C'est une politique longue. J'espère aussi que la notion de temps long va arriver dans la capacité d'organiser la cité, j'allais dire. Il faut sortir du temps court. Mais d'ailleurs, la protection de la planète oblige à sortir du temps court. Quand vous dites zéro émission nette en 2050, c'est une trajectoire qu'il faut tenir avec détermination pour y arriver. Ce n'est pas des budgets annuels. C'est vraiment une vraie capacité à mettre un cap et à le tenir jusqu'en 2050. Et ça enjambera beaucoup d'élections. On est bien d'accord. Il faut une vraie capacité à voir loin et à tenir ces trajectoires. Bon, alors, concrètement, quelles sont vos idées? Alors moi, mes idées, c'est, vous savez, j'ai un principe, c'est le parangonnage, c'est le benchmark, comme on dit. Moi, je vois deux références qui sont proches de nous. La première, c'est pas en France, mais c'est juste à côté, c'est la Suisse. La Suisse est souvent présentée comme l'Eldorado ferroviaire. Et c'est vrai. Moi, quand je vais voir mon collègue suisse, je suis chaque fois émerveillé par la performance du réseau suisse. C'est un magnifique réseau qui fonctionne très bien. Et, non, c'est vrai, il faut le dire. Les amis suisses, spectaculaire. C'est spectaculaire. Et souvent, on me dit, mais vous ne faites pas comme les Suisses. Serions-nous plus bêtes que les Suisses? Non. C'est qu'on a beaucoup moins d'argent que les Suisses. C'est ça le sujet. Et pourquoi les Suisses ont de l'argent? Ça vient de la vision d'un président de la Confédération, il y a quelques années, qui a décidé que pour l'intérêt général de la Suisse, il fallait plus que les camions traversent la Suisse. La Suisse est un pays de transit traversé par les camions. Sa vision a été de dire, c'est pas possible pour le bien-être des Suisses, il faut que les camions ne traversent plus, donc passent dans des tunnels. Il faut les mettre dans des trains et que les trains leur fassent traverser la Suisse. Ces tunnels, il fallait les créer. 2 tunnels, il fallait donc les financer. Et ce président de la Confédération a eu le courage politique de proposer aux citoyens suisses des suppléments d'impôts fléchés, directs, pour alimenter un fonds, ce fonds permettant le financement du percement de ces tunnels. C'est ce qui a été fait. Et les Suisses ont fait leurs 2 tunnels. La beauté de la chose, c'est que le fonds est toujours là. Les tunnels sont construits, le fonds est toujours là. Donc le fonds est alimenté, c'est un fonds spécifique pour le ferroviaire. Il est alimenté par qui? Par les contribuables suisses. Et donc mon collègue suisse, il a des soucis, il est comme moi, mais il n'a pas de soucis financiers. Voilà, il a de l'argent pour en permanence rénover le réseau suisse. Je vous donne un chiffre qui est très spectaculaire. Nous, l'âge moyen du réseau français, c'est 33 ans. On a des rails qui ont 60 ans, 70 ans, parfois plus, c'est qu'une moyenne, il y a un écart type autour. L'âge moyen du réseau suisse, c'est 15 ans, parce que tous les rails suisses ont changé tous les 30 ans. Tous les 30 ans. Voilà, donc ça c'est un fait. Donc forcément, quand le réseau est aussi neuf, il est plus performant, il est plus fiable et la régularité est meilleure. Donc, un fonds, quel ordre? Combien de milliards? De dizaines de milliards? Non, peut-être moins. Je pense qu'à 3-4 milliards par an sur une durée longue, ou 5 milliards, on commence à faire du travail. Et la deuxième idée, qui est plus près de chez nous, alors celle-là, elle est vraiment très proche, c'est la Société du Grand Paris. Quand l'exécutif de l'époque, le président de la République, la région, ont convergé sur un projet de percement de 100 km de métro automatique dans les sous-sols de l'Île-de-France.
Ils ont fait passer une loi au Parlement qui a créé les instruments fiscaux pour financer 35 milliards, qui est le coût du projet. Voilà, donc le projet, c'est pareil, il est financé dans la durée. Et de la même manière, mon collègue président du Grand Paris, il a des soucis de maîtrise d'ouvrage, il n'a pas de soucis d'argent. Voilà, donc on voit bien que si on a su trouver 35 milliards pour le Grand Paris, tant mieux, tant mieux. Pourquoi on ne les trouverait pas pour rénover, pour faire de ce réseau ferroviaire français un des tout meilleurs d'Europe? Voilà, c'est ça la question de fond. Après moi, je m'arrête là parce qu'il appartient aux politiques de s'emparer ou pas du sujet et de trouver les instruments pour arriver à financer dans la durée une rénovation en profondeur du réseau ferroviaire français. Combien il faut dans les 10 ans? Parce que là, on a un contrat de performance, justement, qui détermine ce que l'État va faire pour le réseau ferroviaire national, qui est en train d'arriver. Mais combien il faudrait idéalement dans les 10 ans? Parce que justement, pour le moment, même dans ce contrat de performance, on n'arrive pas à financer quelque chose qui serait fondamental, qu'on appelle la commande centralisée du réseau, c'est-à-dire une numérisation, un passage de tous les aiguillages à l'ère numérique qui fait qu'il n'y a plus qu'une quinzaine d'aiguillages au lieu des milliers qu'on a aujourd'hui. Ça serait un gain de productivité tout à fait considérable. D'ailleurs, Luc Lallemand l'a fait, le patron de SNCF Réseau l'a fait en Belgique. Il a été embauché un peu pour ça par l'État français, mais en même temps, l'État français ne lui donne pas les moyens pour le moment de le faire complètement. Alors, combien pour vous il faut d'argent pour arriver dans les 10 ans à un niveau de réseau qui permette de faire ce train, qui gagne 10 points de part de marché sur la route? Un train suisse. Alors, je pense qu'il faut bien clarifier cette histoire de contrat de performance, parce que c'est un peu complexe notre affaire, il faut bien la clarifier. Ce contrat de performance, il est né de la réforme de 2018, c'est une des composantes de l'application de la loi. Donc il a mis 3 ans pour se faire, 2018-2021. Donc il est dans la philosophie de 2018, au fond. La philosophie de 2018, il faut la rappeler, c'est la concurrence, on en parle, c'est la compétitivité de la SNCF, donc à la fois par la maîtrise des coûts, le rééquilibrage de ses comptes et l'arrêt du recrutement au statut. Et c'est la régénération du réseau. La régénération, ça veut dire remplacer par du rail neuf les rails vieux. On ne le modernise pas, mais on remplace les éléments physiques du réseau. Et c'est ce que dit le contrat de performance. Donc ce contrat de performance, il est parfaitement en ligne avec l'état d'esprit des sous-jacents qui prévalaient en 2018, qui n'étaient pas des sous-jacents de x2. Donc c'est tout à fait cohérent. Il traduit les intentions de l'époque. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas un complément? Maintenant qu'on est dans le x2, maintenant qu'on commence à comprendre qu'il faut accélérer, il faut être plus ambitieux sur le ferroviaire, est-ce qu'il n'y a pas déjà un avenant à préparer, un complément à préparer? Moi, ma réponse est oui, vous l'avez bien compris. Mais il y a cohérence, il n'y a pas incohérence. Alors, pour répondre à votre question, on peut donner les coûts. La commande centralisée, peut-être il faut le rappeler, qu'est-ce que c'est? Ce sont des postes d'aiguillage à très grand rayon d'action. C'est une espèce de tour de contrôle ferroviaire. Et avec une quinzaine de ce type de tour de contrôle, on pourrait organiser le trafic, la circulation de tout le réseau ferroviaire français. Aujourd'hui, vous avez 2000 postes d'aiguillage. Voilà, vous passez de 2000, vous passez de 2000 à 15. Forcément, productivité, mais ce n'est pas que ça, c'est fiabilité, modernisation, parce qu'en plus, vous remplacez les vieux postes d'aiguillage par des postes digitaux très modernes. Donc c'est modernité, fiabilité et performance. Donc c'est absolument essentiel. Pour faire la commande centralisée, il faut à peu près 6 milliards d'euros. Voilà, donc 6 milliards. 6 milliards, il faut trouver 6 milliards. Mais là encore, ça peut s'étaler. Oui, ça prendrait combien de temps pour... Dizaine d'années. 10 ans pour faire ça. 600 millions par an, ça commence à devenir accessible. Côté fret, on l'a dit, il faut une dizaine de milliards. Voilà, 6 plus 10. Il y a peut-être quelques compléments. Je pense qu'avec une vingtaine de milliards supplémentaires par rapport à la régénération de modernisation sur les 10 ans, franchement, on commencerait à faire du travail et on ne serait pas très loin d'avoir un réseau très moderne, capacitaire, à la hauteur des enjeux de la transition écologique. Alors, 20 milliards sur 10 ans, c'est une belle somme, mais vous en avez déjà quand même un petit peu de l'argent dans les plans, à la fois France Relance et puis maintenant France 2030. Il doit y avoir quelques lignes qui vous sont consacrées, non, dans tous ces plans Alors sur France Relance, non, il n'y a pas de lien direct. Par contre, sur le plan de relance, oui. Donc là, on est en 2020, c'est l'année dernière. On sait ce qui s'est passé, le Covid, on en a parlé. Le trafic TGV s'effondre, il faut être très clair. Et dans la loi 2018, qui est quand même fondatrice, il y a un système de solidarité quelque part entre les résultats positifs de TGV et le financement de réseau.
En gros, la loi 2018 ne pouvait pas prévoir le Covid, et ça, on n'en veut à personne ne l'avait prévu. Le TGV marchait très bien. Donc les perspectives qu'on pouvait prendre, c'est de dire le TGV va continuer à ramener de l'argent dans les caisses. Donc on prend 60% de ce résultat et on le fait arriver pour financer la régénération du réseau. En fait, c'est un circuit interne au groupe SNCF. Moi, je pense ça très logique et c'était très bien. Le problème, c'est qu'à cause du Covid, le circuit n'est pas alimenté. Le TGV est en perte. Donc, il est donc dans les capacités d'amener son écho au financement du réseau. Donc, le plan de relance, premier élément, il amène 4 milliards pour que cette fameuse régénération du réseau se poursuive. Puisqu'en gros, c'est les 2 années, 2021 et un bout de 22. Donc, l'essentiel du plan de relance, qui est de 4,7 milliards, c'est 4 milliards. C'est une forme de rattrapage. C'est une forme de rattrapage. Il faut le rappeler, peut-être, la régénération du réseau, c'est... le besoin, c'est 3 milliards par an à peu près. Oui, un peu moins de 3 milliards sur 10 ans. Sur 10 ans, pareil. Donc c'est pas loin de 30 milliards qui vont se rajouter aux 20 dont on a parlé. Oui, Non, mais sinon le réseau c'est s'arrête. pour avoir... Oui, mais il faut être clair, si on ne le fait pas, tout va s'arrêter. Il faut savoir ce qu'on veut, on en revient quand même à la volonté. Bon, il faut être cohérent. Je rappelle que nos amis suisses, on est en rattrapage là, nos amis suisses le font tous les 30 ans. Alors que nous, pour ce que vous avez indiqué, on n'a pas mis assez d'argent dans le réseau classique à cause du TGV qui a absorbé toute la capacité financière. Je rappelle que c'est la SNCF qui a payé quasiment seul le TGV. 100 milliards d'euros pour la construction pour le système TGV en France, financé par les fonds propres de la SNCF. Il faut quand même s'en rappeler. Voilà, au détriment du RER, c'est ça en fait. C'est-à-dire il faut tout faire, c'est bien ça le sujet, c'est bien ça dont il faut sortir. Il faut arrêter d'opposer le TGV au RER parce qu'on a besoin de tout. Et arrêter d'opposer le voyageur au fret, on a besoin de tout. Voilà, c'est la seule solution. Celui qui en trouve une autre, il n'a qu'à nous l'expliquer. Moi, en tout cas, c'est la mienne. Alors, voilà. on va passer à quelques questions, à la fois dans la salle et puis sur le réseau. Alors, notre partenaire, le WWF, qui a bu vos paroles sur l'environnement et la nécessité de convertir la route vers le rail. Alors, allez-y. Alors, vous avez un micro. Il y a un micro qui va arriver. Donc, voilà. Vous avez posé votre question. C'est monsieur avec la chemise blanche. Merci beaucoup. Bonjour messieurs, bonjour monsieur Farandou. Jean-Baptiste Croisse, ingénieur, effectivement, mobilité durable au WWF France. Je me suis amusé, en tant qu'ingénieur, j'aime bien jouer un peu avec les chiffres, et je me suis amusé à faire quelques petits calculs, un simple produit en croix, somme toute assez modeste. J'ai regardé du côté de l'aérien intérieur, quels étaient le montant des subventions publiques. On arrive en 2019 à 500 millions d'euros par an. Si on ramène ça au nombre de voyageurs qui prennent l'avion, vous avez une aide publique qui est de 20 € par voyageur. Ce qui veut dire que l'État, aujourd'hui, avant la crise, subventionne sur votre billet d'avion 20 €. Maintenant, j'ai pris le nombre de voyageurs qui transitaient chaque année sur votre réseau ferré. 1,2 milliard de voyageurs chaque année. Si on applique ces 20 € à ce milliard, vous auriez, monsieur Farandou, si l'État subventionnait autant le secteur ferroviaire que le secteur aérien, vous auriez un contrat de performance de 250 milliards sur 10 ans, de 25 milliards d'euros par an. C'est bien au-delà de nos espérances. En tant qu'ONG, nous demandons 6 milliards. Si je comprends bien, vous êtes à peu près dans les mêmes ordres de grandeur, car vous demandez 5 milliards d'euros par an. Ma question elle est la suivante. Si on veut faire le fameux x2 dans le contrat de performance, si on veut atteindre le doublement du nombre de voyageurs d'ici 2030, quel modèle économique proposez-vous à l'État pour débloquer ces subventions supplémentaires? Ces fameux 20 milliards d'avenants que vous proposez, et toute comparaison avec l'aérien, dans ma question, est absolument fortuite, évidemment. Je vous remercie pour votre réponse. Alors, ça rejoint d'ailleurs une question, évidemment, sur le réseau qui était... vous avez dit beaucoup que votre concurrence est la route, mais il y a aussi l'aérien. Donc, est-ce que votre concurrence est aussi l'aérien? Non, franchement, je suis très clair. Le concurrent principal, c'est la route. L'aérien,
Franchement, pour aller aux États-Unis ou en Inde, on ne le fera pas en train, quoi. Donc, voilà. Donc, et ça peut m'arriver moi aussi de prendre l'avion pour aller à New York. Hein. Donc, je ne suis pas un ayatollah anti-aérien. C'est pas le sujet. Après, je pense qu'en France, on peut prendre le train. Voilà. En France et en Europe, je pense que là, pour le coup, l'alternative ferroviaire, elle est tout à fait valable. Voilà. Donc, c'est ça un peu que je veux exprimer. Mais les volumes principaux sur un réseau de volume, c'est la route. Hein. C'est quand même là où le changement de comportement doit être fait, quoi. Faut vraiment là-dessus qu'il faut travailler si on veut un effet fort en termes de volume. Alors les solutions, j'ai esquissé 2 pistes. Hein. Après, il appartient aux politiques de les reprendre ou pas. J'ai une autre idée aussi, j'en manque pas, mais après, il faut que ces idées soient reliées. Si c'est moi seul, ça ne marchera pas. C'est au niveau européen. Ça peut être aussi une entrée dans la réflexion. Moi, j'ai été frappé d'apprendre, c'est pas vieux, que vous savez, il y a un système d'ETS en Europe. C'est-à-dire l'ETS, c'est la taxe carbone. C'est les systèmes par lesquels les entreprises, dans leur activité industrielle polluante, versent une taxe carbone sur le carbone émis. Eh bien, en Europe, déjà, il n'y a que la moitié de l'activité économique qui est soumise à cette taxe carbone. C'est-à-dire qu'une autre moitié qui ne l'est pas. Et dans celle qui ne l'est pas, curieusement, il y a le transport routier de longue distance. Ces fameux camions qui traversent l'Europe, hein, de la Pologne à l'Espagne, du Danemark à l'Italie, passant par chez nous, ils ne paient pas. Bon, on peut se demander pourquoi d'abord, parce qu'il semblerait qu'ils soient polluants quand même. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord pour dire qu'ils émettent. Donc comment ça se fait qu'ils ne soient pas dans ce système-là? Déjà, première idée. Et deuxième idée, il y a des calculs qui se font. Alors, c'est des calculs qu'il faut peut-être préciser, hein, donc restons prudents. Mais on me dit, certaines sources de calcul disent que si ce camion longue distance était dans ce système de taxe carbone, ça pourrait générer pour l'Europe une recette de 100 milliards d'euros par an. Si vous dites que la France, c'est à peu près 1/10 de l'Europe, si on fait simple, hein, pour faire des calculs simples ce matin, 1/10 de 100 milliards, 10 milliards. 10 milliards. Donc, voilà une idée. Ayons le courage politique de mettre les routiers de longue distance dans ce système de taxe carbone. Indiquons que le produit de cette taxe doit être orienté vers la mobilité durable au sens large. On n'a même pas besoin de ces 10 milliards pour le ferroviaire, mais on pourrait en prendre la moitié. Et avec ça, vous avez de quoi financer, par exemple, l'effort de rénovation et de modernisation du réseau ferroviaire français. Donc, les idées existent. Après, il faut du volontarisme politique, du courage politique, de la pédagogie auprès des Français, bien sûr, une action au niveau européen, une action au niveau français. Voilà les sujets que je mets dans le débat. Et j'espère que ces sujets seront discutés, les pour, les contre, des idées nouvelles, voilà, qu'on arrive à avancer. Pour moi, c'est décisif. C'est vraiment pour moi des éléments décisifs de la campagne. Est-ce que oui ou non, le futur président de la République, le futur gouvernement s'emparera du sujet de la transition écologique pour de vrai? Et s'il le fait, est-ce qu'il considérera, comme moi, que le volet ferroviaire est incontournable si on veut pour de vrai s'attaquer à ce sujet? Alors, moi j'ai une idée comme ça, je vous la soumets. Pour faire une ligne TGV entre Bordeaux et Toulouse qui va faire gagner, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure, ça coûte 10 milliards. Donc, est-ce que ces 20 minutes gagnées et ces 10 milliards dépensés, on ne pourrait pas les dépenser pour autre chose? Moi, M. Escande, votre avis, c'est votre avis, je le respecte. Hein, si vous pensez ça, vous avez le droit de le penser. C'est une suggestion. Voilà. Ah oui, d'accord, non, mais je respecte tout à fait les avis de tous. Moi, je n'ai pas le même, mais je peux avoir un avis différent, on est d'accord. Moi, d'abord, je pense qu'il ne faut pas être réducteur. Cette ligne à grande vitesse n'est pas qu'une ligne à grande vitesse. C'est bien évidemment aussi ce projet, le sud de Bordeaux et le nord de Toulouse. Aujourd'hui, le périurbain bordelais comme le périurbain toulousain, on n'arrive plus à faire des trains en plus. Or, et ça a été accéléré par le Covid, les gens quittent les métropoles pour s'installer dans des villes moyennes à 30, 40, 50 km des métropoles. En voiture, ça passe pas. C'est congestionné, plus le sujet des zones zéro émission nette dans les villes. Donc la voiture n'est pas la solution. Et le train est limité par des problèmes de capacité. On fait comment? Il faut faire du train. Donc il faut des capacités. Donc pour moi, ce sujet de nouvelle ligne entre Bordeaux et Toulouse, il doit bien sûr s'accompagner d'un accroissement des capacités sud de Bordeaux, nord de Toulouse. Troisièmement, ça sert pour le fret. Parce que si les TGV passent sur des lignes à grande vitesse, ça va libérer des sillons pour les trains de fret. Donc l'histoire, c'est de faire une ligne TGV pour libérer libérer la capacité pour le fret et ligne, que ce projet englobe bien sûr l'accroissement des capacités. Du fret et du RER, etc. Exactement. Voilà. Donc ça, il faut quand même voir les choses comme ça. Deuxièmement, on revient même sur la grande vitesse. C'est pour Toulouse. Si on veut une alternative crédible à l'aérien à Toulouse aujourd'hui, faire Paris-Toulouse en train, c'est un peu long. Ouais. Si on veut être crédible, c'est le TGV. Voilà. Et là encore, moi je préfère que les gens soient dans un TGV plutôt que dans l'aérien. Pour autant, c'est pas que Toulouse, c'est tout le Grand Sud-Ouest. Il faut aussi avoir une vision globale. Il faut raisonner Grand Sud-Ouest, c'est le Gers, c'est le Tarn, c'est le Tarn-et-Garonne. Il faut bien raisonner. Une zone géographique importante, c'est un grand bout du Sud-Ouest
qui auraient accès à la grande vitesse et donc l'accès à Paris ou au réseau. Et enfin, moi ma vision elle va même au-delà, parce qu'il faut voir grand, hein, c'est le moment de voir grand. Moi je rêve d'une vraie transversale sud. Aujourd'hui on a des lignes qui ne marchent pas bien, ce sont des lignes anciennes, ce sont des lignes qui ne marchent pas. Or on a un chapelet de grandes villes extraordinaires, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, Nice. C'est une zone de la France qui a un potentiel de développement incroyable, connectée à l'Italie, connectée à l'Espagne, des villes formidables. Imaginons que ces villes soient reliées sur un système de très grande vitesse, ça serait formidable. Bordeaux-Marseille, c'est pas facile en ce moment. C'est très difficile en ce moment. Or, il n'y a pas de raison que ces deux grandes villes ne puissent pas communiquer. Voyons grand. C'est le moment d'avoir de l'ambition, c'est le moment d'avoir une vision pour notre pays. Voilà, moi je le porte et franchement, le ferroviaire sous toutes ses formes peut être vraiment le moyen de concrétiser cette vision. Alors, une autre question qui arrive juste en dessous. Allez-y. Oui, bonjour Monsieur Farandou, Michel Brun. Moi, je vais vous poser une question qui est en rapport avec ce que vous avez dit par rapport à la vision de la SNCF, donc multiplié par 2 le nombre de passagers. Et je voulais avoir aussi votre point de vue sur la vision de la mobilité, et sur de la mobilité longue distance d'ici 2030, c'est-à-dire déjà par rapport à la croissance du nombre de voyageurs dans son ensemble, notamment par rapport au Covid et certaines visions pessimistiques qu'il peut y avoir, mais aussi par rapport au mode de transport. Est-ce que vous envisagez, est-ce que vous vous projetez dans la multimodalité, dans l'intermodalité aussi, et aussi par rapport à la mobilité de courte distance, comme on voit des acteurs tels que Uber par exemple, et avoir des synergies avec de la longue distance. Voilà. Donc avoir vraiment votre vision sur la mobilité voyageur longue distance d'ici 2030. Difficile de répondre à votre question, d'autant plus qu'il faut être humble. Le Covid nous ayant rattrapé, on n'a peut-être pas complètement pris la mesure des effets du Covid. On voit pour que la clientèle affaires en particulier, une capacité à se passer du voyage d'affaires puisqu'on peut se connecter à distance. Et on le sent, ça. On sent qu'on n'est pas revenu, on est loin d'être revenu au niveau du volume d'affaires qu'on avait avant le Covid. Autant le privé loisir est parfaitement revenu. Les gens ont envie de bouger physiquement pour aller voir un paysage ou pour aller voir votre famille. Vous y allez physiquement, il faut ressentir physiquement cette émotion. Autant il y a moins d'émotions dans les relations d'affaires et vous pouvez tout à fait substituer à un voyage en train ou en avion une télé-réunion. Donc ça, c'est un fait. Est-ce que ce fait va durer? Est-ce qu'il va prendre des proportions structurelles ou pas? Au fond, je ne sais pas, mais il faut être très prudent. En tout cas, c'est un élément qui porte. Après, jusqu'à maintenant, en tout cas, la mobilité a accompagné la croissance. C'est presque une fonction quasiment parallèle. Quand la croissance économique se développe, la mobilité se développe. Donc après, ça renvoie à des questions sur la croissance. Là, peut-être les experts s'opposent sur quelle vision de la croissance ont-ils. Bon, moi, voilà. Donc, je pense. Vous êtes quand même un peu distingué de votre prédécesseur Guillaume Pépi, qui avait fait du car Macron, du covoiturage, du VTC, peut-être pas du vélo, mais on n'était pas loin. Vous êtes clairement recentré sur le train. Est-ce que quand même, malgré tout, une mobilité moderne, comme disait monsieur, c'est pas une mobilité complètement multimodale? Alors, il y a deux sujets. Est-ce qu'il faut une mobilité multimodale pour les voyageurs? Oui. Est-ce que la SNCF doit tout faire? Non. Oui, c'est bon. Alors, premier sujet, bien sûr. Par exemple, pour aller prendre 10 points de part de marché à la route, il faut avoir une proposition crédible sur la facilité de la voiture. Je pars de chez moi, je mets les valises dans le coffre, la famille dans la voiture et je m'en vais. Bon, ça, c'est une sacrée facilité. Comment je fais une proposition de service crédible, accessible pour les voyageurs? Dans la multimodalité est absolument clé. Pour moi, la vision que j'ai, elle est simple, et je ne suis pas le seul à l'avoir, c'est que le ferroviaire est l'armature d'une mobilité collective, partagée. Et bien sûr, tous les moyens de transport qui mènent à la gare sont bons à prendre. Le vélo électrique, le covoiturage, les transports en commun, la marche à pied si on est en ville, etc., etc. Donc bien évidemment, la multimodalité autour des gares, qui sont des pôles d'échange multimodaux, très connectés à tous les modes de transport, sont essentiels. Ça vaut pour les grandes villes, ça vaut pour les petites villes, ça vaut pour la ruralité. Je pense que sur la ruralité, on n'est pas allé au bout de ce qu'on peut faire. C'est essentiel, il faut être crédible. Moi aussi, mes origines sont rurales. Je vois bien que les gens dans les campagnes, ils n'ont pas le choix aujourd'hui. Ils prennent la voiture parce qu'ils n'ont pas le choix. Est-ce qu'on arrive à leur proposer des offres qui font qu'ils ont une vraie alternative à la voiture? Ils en seraient ravis, en fait. Voilà, donc il faut qu'on soit imaginatif et je pense qu'il y a des solutions. Donc ça, je suis pour, bien évidemment. Et là, l'application que j'évoquais, SNCF Connect, elle va se nourrir de ces offres multimodales. Ça sera vraiment du porte-à-porte. On pourra avoir de chez soi, là où on veut aller,
avec un parcours principal en train et les parcours complémentaires. C'est absolument essentiel. Vous avez raison. Il faut le faire en termes physiques, en termes tarifaires, en termes d'information. Voilà, il faut absolument progresser pour de vrai sur la multimodalité. Mais ce n'est pas forcément la SNCF de tout faire. Là-dessus, c'est très clair. Moi, j'ai recentré la SNCF sur son cœur de métier qui est le ferroviaire. Nous, ce que les Français veulent, c'est que la SNCF fasse bien son métier du ferroviaire. Ça, c'est notre rôle. Et il y a déjà du boulot pour le faire. Voilà. Et je vais mettre beaucoup d'énergie, même à titre personnel. Vous savez que je connais bien la SNCF. Et je vais mettre moi-même, pour moi, l'année 2022 sera l'année de la qualité du service au client ferroviaire. Et je m'impliquerai personnellement parce que je veux que la SNCF soit impeccable dans son cœur de métier qui est le ferroviaire. Et pour le reste, on fera appel à des partenaires, à des sociétés qui font ça très bien, et des start-up qui font ça très bien, des petites sociétés locales qui font ça très bien. Voilà, c'est un écosystème que nous allons construire. Et moi, je le dis, mon application, elle sera ouverte. Et bienvenue à tous ceux qui voudront venir mettre leur offre pour offrir enfin aux Français l'application moderne, multimodale qu'ils appellent de leur vœu. C'est ça qui est mon projet. On y va par étapes. On commence par unifier la SNCF, ce qui n'est pas toujours facile, mais on va le faire. Et bien sûr, l'étape suivante, ça sera l'ouverture la plus large possible à tous les modes pour qu'enfin les Français aient la capacité de voyager en transport en commun, en mobilité douce, en mobilité durable, et je le redis, en laissant leur voiture au garage. Alors, vous parliez de qualité du service au client. Alors, j'ai une question de Madone, là, qui dit « Comment renouer la confiance avec les usagers grève après grève? Y a-t-il une solution pour le futur ?» On est revenu à la discussion de départ. Hein. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Vous savez, les usagers, ce qu'ils veulent, c'est de la fiabilité. Et finalement, quelle que soit la cause de la perturbation, si le service est perturbé, s'il ne peut pas compter sur le service, c'est un problème. Pensez en ce moment, là. Les gens qui veulent partir à Marseille, les gens qui veulent partir à Montpellier, ils ne savent pas. On est mercredi, ils ont un billet de train, ils ne savent pas si le train va rouler ou pas. En ce moment, ils s'organisent peut-être, ils vont prendre l'avion, c'est dommage, ils vont prendre la voiture avec des amis. Parce qu'ils ne savent pas. Voilà. Donc c'est sûr que cette ambiance de menace, de non-continuité du service avec des mouvements sociaux, elle est très perturbante. Elle peut être un facteur qui peut gêner la progression du ferroviaire. Il faut qu'on arrive à en sortir. Je le redis, moi je tends la main. Je pense que depuis que je suis là, j'ai essayé de mettre en place un dialogue social de solutions. On a passé des accords, d'ailleurs, on a réussi à passer des accords sur le temps partiel pendant la crise Covid. Et au passage, je rappelle que nous avons assuré la rémunération de tous les cheminots pendant le Covid, même quand on avait du temps partiel. On l'a fait. C'est pour ça qu'on a un accord. On a un accord mixité hommes-femmes signé par tous les syndicats. Sur l'emploi, l'année prochaine, dans le budget, on va beaucoup réduire les suppressions d'emplois. Donc j'ai écouté ce que disent les syndicats. Je donne des preuves concrètes. J'espère qu'ils seront capables aussi, au fond, d'accepter le monde qui change. Je pense que vous avez parlé de la toile de fond, mais la toile de fond, c'est ça. Est-ce que les syndicats acceptent un monde qui change? Parce qu'il change. Sur la concurrence en particulier, il n'y aura pas de retour en arrière. C'est une loi européenne, c'est une loi française. Personne ne reviendra en arrière, donc il faut l'accepter. Il y a une nouvelle donne. La SNCF ne sera pas le seul opérateur, et j'y reviens. Franchement, faire une grève sur le sud-est, entre Paris et Lyon, au moment où Trenitalia fait un lien entre Paris et Lyon, je ne comprends pas. Je ne vois pas en quoi ça aide la SNCF. Voilà, donc je pense que c'est ce nouveau monde-là qu'il faut qu'on nous apprenions ensemble. Je tends la main aux syndicats, je suis prêt à poursuivre le dialogue. Il est essentiel que nous arrivions à réduire cette conflictualité un peu latente à la SNCF. C'est absolument décisif. Et ça sera un facteur du x2. Parce que le risque, sinon, c'est que le x2, ça ne soit pas l'opérateur SNCF qui le fasse. Voilà, c'est ça aussi le risque. Si on n'est pas capable de montrer notre fiabilité, notre excellence de production, eh bien, il est là. Et moi, ça serait quand même très dommage. Moi, je me bats pour ça. Je me bats pour les cheminots. Je me bats pour les Français. Je me bats pour la transition écologique. Eh bien, j'aimerais bien, au fond, que le plus possible, en acceptant d'autres opérateurs, bien sûr, le groupe SNCF puisse profiter de ce nouveau volume du ferroviaire en France. Alors, une nouvelle question. Madame, allez-y. Bonjour. En fait, moi, je me demande si vous considérez, et ce n'est pas votre bilan forcément, c'est aussi l'héritage de Guillaume Pépi, est-ce que vous considérez que la SNCF avait un projet suffisamment prêt, suffisamment mature pour entrer en concurrence finalement? Parce que moi, d'un point de vue cliente, je trouve pas. Je trouve que c'est très confus actuellement. Et j'ai l'impression que vos salariés sont tout aussi perdus. Ils ne sont pas perdus pour la même manière. Vous n'êtes pas perdus. Non, mais je suis d'accord. Mais enfin, ils sont perdus pour perdus. Oui, mais votre question vaut pour les deux. Hein. C'est la transition. Bien sûr, les transitions sont toujours compliquées. Le social, on en a parlé, j'y reviens pas, mais c'était forcément une période compliquée pour les cheminots de passer du monde du monopole au monde de la concurrence, parce qu'ils sont concernés directement, à titre personnel, par cette évolution. Pour les clients, ça va simplifier. Vous savez, quand les concurrents... Alors, il y a deux types de clients. Hein. Il y a vous, en tant que passager, sur Paris-Lyon, vous allez sur le site de Trenitalia, vous allez avoir leur offre.
Donc vous allez voir l'offre de Trenitalia, vous avez l'offre de la SNCF, vous allez choisir. Voilà, ça va simplifier pour vous. Vous allez voir que les choses vont simplifier beaucoup. Donc vous allez très vite apprendre à jouer avec la concurrence. Je n'ai pas trop de soucis là-dessus, parce qu'en fait c'est très simple. Il y a l'autre forme de concurrence, c'est la concurrence pour les contrats de service public, où là ce sont les régions qui décident. Là ça passe par des appels d'offres, donc là c'est plus progressif, on ne se met pas en ligne pour dire quelles sont nos propositions. Donc c'est appel d'offres après appel d'offres, que lorsqu'ils vont dépouiller les appels d'offres, qu'ils pourront comparer les offres de la SNCF avec les offres de ses concurrents. Je le redis, là aussi ils vont apprendre. Tout le monde est en phase d'apprentissage. Les régions aussi apprennent à faire des appels d'offres, elles ne l'ont jamais fait. Bon voilà, donc il faut être aussi un peu, comment dire, indulgent en quelque sorte, je ne sais pas si c'est le terme, en tout cas accepter qu'on est dans une période de transition, que tout n'a pas été écrit à l'avance, qu'on est en train de faire par jurisprudence en quelque sorte ce nouveau monde. Tout ça est cadré, je l'espère. Dans quelques années, tout ça nous paraîtra fait. Pour le moment, on est un peu dans la transition que vous évoquez. Transition ne veut pas dire confusion. J'espère que c'est de la transition et pas trop de confusion, je l'espère en tout cas. Alors, il y a une question en ligne. Pardon. Alors, vous n'avez pas de micro, donc on n'a pas entendu. Redonnez-lui le micro pour ce petit dialogue. Je disais juste que sur le terrain, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, il y a des choses vraiment absurdes. Donc on se demande... Par exemple moi, par exemple, je considère que la SNCF, ça reste une entreprise publique. Vous digitalisez tellement que moi, je me demande comment font ceux qui n'ont pas de carte bleue pour payer tout simplement leurs billets quand les gares ont disparu. Il y a plein de petites choses comme ça. Ça a l'air un peu bizarre. Où vous commandez une partie de votre billet en ligne et puis pour le reste, il faut aller en gare parce que c'est bordélique. Allons bon. Oui, non, alors, il y a plusieurs questions dans votre question, donc on va essayer de faire des paquets. Ceux qui sont dans le digital, il y a une réponse qui va vraiment apparaître avec SNCF Connect, qui va vraiment simplifier la vie des gens. C'est ceux qui sont dans le digital. Ceux qui ne sont pas dans le digital, et vous avez raison, tout le monde n'est pas dans le digital, quoique dans les mobiles, il y en a beaucoup quand même. Dans l'univers de la mobilité, vous avez la proportion de gens équipés en digital est quand même plus importante que la moyenne française. Il y a une corrélation qui se fait. Il y a toujours le téléphone. Vous toujours, comme avant, vous faites un numéro de téléphone, il y a quelqu'un qui vous répond et qui vous envoie le billet par la poste. Voyez. Donc il y a quand même encore des solutions humaines. Les guichets peuvent se réduire dans les gares, mais les gares ne ferment pas. Il y a aussi confusion, fermeté des guichets, fermeté des gares. Les gares ne ferment pas. Les guichets sont adaptés. Quand vous avez un vendeur qui vend 3 billets en 8 heures, est-ce que vous pensez que c'est durable? Moi, je ne pense pas. Il faut arriver à mutualiser. Là, les idées, elles sont toutes simples. C'est qu'il y a une personne dans la gare qui est un cheminot, qui n'est pas un cheminot, qui fera la location de vélo, qui accueillera les touristes, qui remplira des services de proximité et qui vendra des billets. Ça, oui, c'est intelligent. Et on est prêt à travailler là-dessus avec les communes. Et on le fait. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas être manichéen dans les analyses, il faut des solutions adaptées à chaque situation, et vous avez compris que c'est bien sur ces bases-là que la SNCF s'organise pour essayer de lever la confusion et d'assurer la transition. Alors, la question il y a une question en ligne, une question en ligne qui prolonge un peu la question de Madame. Donc c'est Dubitativa qui nous demande: les concurrents vont attaquer la SNCF sur toutes les lignes rentables et lui laisser celles qui ne le sont pas. Quel peut être donc le modèle économique de la SNCF dans ce contexte? Il y a une autre question de Mathieu qui se demande si justement la libéralisation dans cette demande de ferroviaire, est-ce qu'elle n'est pas un contretemps historique? C'est-à-dire que est-ce que ça risque pas d'être un écueil au développement de ferroviaire au lieu d'être une aide? Oui, là, je ne rentre pas dans le débat philosophique. Pour moi, la concurrence est une loi. Je suis président d'une entreprise publique, j'applique la loi. Ouais, je n'ai pas d'état d'âme particulier. C'est comme ça, il n'y a pas que chez nous. C'est comme ça partout en Europe. Donc, compliqué de se singulariser excessivement. Bon, après, chacun peut avoir le débat. C'est un débat que j'accepte, mais ce n'est pas le mien. Le débat d'avant, il est plus intéressant parce que c'est peut-être que la fin de la péréquation est un peu l'angle mort de la réforme de la concurrence. La péréquation, il y a deux péréquations. L'une a été traitée et pas l'autre. En fait, le TGV qui gagnait sa vie, est-ce que vous savez qu'avant le Covid, qui nous paraît loin, il n'y avait qu'une ligne TGV sur deux qui gagnait de l'argent? Pour la plupart des gens, TGV égale réussite commerciale et financière. Réussite commerciale, oui. Réussite financière, pas vraiment. Parce que ça coûte cher, le TGV. D'abord, le poste principal dans un compte d'exploitation sont les fameux péages. Chaque fois qu'un TGV roule sur une ligne à grande vitesse, il paie un péage. Et les péages sont plutôt élevés en France. Deuxièmement, il y a le coût du matériel. 30 millions d'euros la rame. C'est énorme. Donc l'amortissement du matériel dans le coût du billet, ça pèse. Puis les coûts de fonctionnement, etc., etc. Donc qu'une ligne sur deux qui est rentable. Alors, c'était pas grave parce que les lignes rentables gagnaient assez d'argent pour compenser les lignes pas rentables. Comme l'a dit Madame, on est une entreprise publique, c'est pas un problème. Nous, on n'est pas là pour enrichir l'actionnaire, on est là au service des Français et des territoires. Donc, du moment que les lignes rentables couvraient les lignes pas rentables, il y avait du TGV très largement dans notre pays. À partir du moment où les concurrents attaquent les lignes rentables, il y a un petit sujet. Si ça reste marginal, c'est pas trop grave, on peut le supporter. Mais si ça devenait massif,
Si on avait une attaque massive dans les lignes rentables, alors là, oui, je serais le premier à dire, il y a un sujet. Comment on nous compense le fait qu'on reste sur la ligne pas rentable? Il y aurait une notion de service public, de mission de service public qui apparaîtrait, comme la Poste, là par exemple avec le réseau de la Poste. Oui, je pense qu'il faudrait réfléchir à un nouveau mécanisme par lequel on demanderait à la SNCF d'exploiter des lignes pas rentables. Voilà. Si c'est marginal, c'est pas grave. Si c'est massif, il faudra en discuter. La deuxième péréquation, et celle-là a été traitée par le Parlement, et donc avec l'accord du gouvernement, c'est important, c'était une péréquation entre les TGV et les trains d'équilibre du territoire. Les trains d'équilibre du territoire, les trains corail, les Paris-Clermont, les Paris-Limoges, etc., la Transversale Sud, les trains de nuit, coûtaient de l'argent. C'est-à-dire que les recettes payées par les passagers ne couvraient pas les coûts. Et le déficit était payé par l'État, à la SNCF. Le problème, c'est qu'en 2011, l'État imaginatif, pour compenser ce versement de l'État vers la SNCF, avait créé des taxes sur la SNCF, qui, comme par hasard, faisaient exactement le même montant. Voilà, donc pour prendre à la SNCF de quoi nous redonner le déficit d'exploitation. Voilà, donc c'était astucieux comme montage. C'est un usage astucieux de l'argent public. Voilà, alors tant qu'on était en monopole, c'était pas grave au fond, ça ne faisait qu'habiller la situation hantée. Voilà. À partir du moment où on est en concurrence, il y a problème, puisqu'on est mis en concurrence sur ces lignes. Et là, je dois remercier le gouvernement et le Parlement, puisque ces fameuses taxes qui s'appellent la TREF et la CST, excusez-moi du jargon, ont été supprimées dans la loi de finances 2022. C'est une très bonne nouvelle, puisque là, il y avait une forme d'inéquité concurrentielle qu'il fallait lever, ça a été fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? On arrive un peu au terme de cette journée. Donc, on a retenu évidemment que vous alliez prendre le sujet de la concurrence à bras-le-corps, que vous étiez prêt, que vous avez un plan pour financer le renouveau de la SNCF et votre ambition du x2. Dernière question quand même, si vous n'avez pas cet argent, votre x2, vous maintenez cette ambition? Si vous n'avez pas les fameux 20 milliards de ce fonds, la réponse est dans la question. La réponse à la question. Non, mais écoutez, pour le moment on se bat. C'est le moment de la conviction, c'est le moment de la persuasion, c'est le moment du débat, c'est le moment où à nous de convaincre, à tous ceux qui sont convaincus comme moi, de pousser dans le même sens. Je pense qu'on a une chance d'y arriver. Je le redis, une chance sincère d'y arriver parce que sinon, on fait comment pour la transition écologique? Toujours pareil, quoi. Si on est réaliste. Alors après, écoutez, dans quelques mois, on aura un président de la République ou renouvelé ou nouveau. On aura un nouveau gouvernement, on aura un Premier ministre, on aura un ministre des Transports, on aura un programme. On verra. Voilà. Où on y est arrivé, c'est parfait. On sera ravis de s'engager, de se mobiliser, toute la SNCF, pour déployer cette ambition. Ou c'est pas le cas, mais dans ce cas-là, on redéfinira l'ambition à la réalité des programmes politiques tels qu'ils ressortiront de cette campagne démocratique qui est en cours. Voilà, on aura un point de vérité, il y aura un moment de vérité entre le rêve et la réalité qui se fera à la rentrée de l'année prochaine. Mais je le redis, je suis convaincu que petit à petit, je vois que ce sujet gagne des alliés. Je vois que des gens de plus en plus comprennent que le train est la solution, comprennent que le x2 n'est pas si utopique que ça, comprennent qu'il est faisable de le financer modulo, un peu de courage politique. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas et comptez sur moi pour me battre avec détermination, pour se donner toutes les chances de parvenir à cet objectif. Vous avez rencontré les candidats? Non, je n'ai pas rencontré les candidats. Ni leurs conseillers? Ils ne sont pas encore venus vous voir pour essayer de comprendre un petit peu vos idées? Ils ne sont pas complètement à bord, voilà, donc, mais on est prêt, on a tous nos arguments. Et d'ailleurs, vous savez, j'ai fait une audition devant l'Assemblée nationale la semaine dernière, j'en ai parlé. Quand je sors de ces discussions avec vous, je vais au Sénat, je vais à nouveau en parler. Donc voilà, les parlementaires ont déjà entendu mon analyse et mes propositions. C'est une manière d'amorcer le sujet. J'espère que j'ai pu remarquer que tel ou tel mouvement politique avait quand même pointé l'intérêt de ces propositions. Espérons que petit à petit, l'ensemble des mouvements politiques s'en emparent et qu'on arrive à l'intégrer dans les programmes de campagne qui sont en cours d'élaboration dans les différentes écuries politiques. Alors nous allons essayer de voir ça tout au long de l'année qui vient, puisque donc le club de l'économie qui reprendra fin janvier prochain, nous allons essayer de faire un certain nombre de sessions qui seront consacrées au grand thème de la campagne présidentielle. En attendant, nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes de fin d'année. Jean-Pierre Farandou, merci beaucoup et bon Noël aussi à la SNCF. Merci à vous, merci à vous tous et je vous souhaite les meilleures fêtes d'année possibles. Au revoir.